Oh, la musique s'est arrêtée. Bonsoir à tout le monde sur Twitch et bonsoir YouTube. On est maintenant sur la place aux joueuses, donc qui est la troisième partie de l'émission. Et je suis aujourd'hui sur plateau avec June et Delphine et Fougère qui est toujours à l'interface vous et nous. Et ce soir sur place aux joueuses, on va parler un petit peu de comment en tant que meuf, on a trouvé notre place dans le milieu du GN ou comment on est arrivé à se faire une place dans le milieu du GN. Comment est-ce qu'on est passé de géniste débutante qui débarque à quelqu'un qui se sent à sa place, qui se sent légitime dans la communauté. Et finalement, c'est quoi aussi les étapes qu'on a dû traverser ou les embûches qui sont sur le chemin de femmes quand on commence le GN. Clairement, on va pas parler de tous les scénarios possibles ou de toutes les possibilités ou de toutes les expériences quand on commence le GN. Mais justement, on s'est dit que c'était intéressant aujourd'hui d'avoir deux invités pour avoir quand même 2 fois plus d'expériences différentes qu'on va pouvoir mettre en commun un petit peu et ensuite on discutera un petit peu de comment, qu'est-ce qu'il y a à en tirer de ces expériences, qu'est-ce qu'on pourrait en apprendre et surtout comment est-ce qu'on pourrait peut-être à la fin de l'émission, si on a le temps, à quoi est-ce qu'on peut faire attention quand une nouvelle meuf commence le GN et que elle est là toute seule, elle a 17 ans, elle est super chaude pour le GN, pour faire le roleplay évidemment. elle est motivée, et puis comment faire en sorte que 4 ans après, elle n'arrête pas le GN. Parce que mine de rien, ça arrive. Ouais. Alors peut-être pour commencer, ça en vaut la peine de se présenter un petit peu. Du coup, June, tu es géniste. En plus d'être joueuse, tu as aussi été orga pendant un moment donné dans l'SBL Wildest. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de depuis quand tu fais du GN, comment tu as commencé, voilà, d'où tu viens? Oui. Donc moi, je suis rentrée dans le milieu du GN il y a 8 ans. J'ai commencé en arrivant sur Bruxelles grâce à des potes qui faisaient du GN et donc qui m'ont bien initiée là-dedans. Et donc moi j'ai commencé effectivement, j'avais 20 ans, j'étais toute fraîche, j'étais célibataire à l'époque. Et tu étais nouvelle en Belgique aussi, du coup. Et alors pas en Belgique, j'étais nouvelle à Bruxelles, Okay, ouais. parce que moi je venais de Liège et puis j'ai fait un petit voyage à Paris pendant 2 ans. Et donc je suis revenue en Belgique et du coup à Bruxelles. J'ai été prise sous des ailes amicales et voilà, on m'a amenée dans ce milieu du GN. On m'a présenté à des gens et voilà. Et c'est vraiment, effectivement, moi, le milieu du GN, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé directement. J'ai fait mes premiers GN, donc c'était des premiers, c'était des Maslar, donc il y avait Avatar justement, il y avait Outre-Terre, et puis Wildest qui était effectivement mon deuxième GN, et donc j'ai rejoint l'orga effectivement après. Et donc en fait moi finalement comment entre guillemets j'ai commencé à me faire une place, c'est évidemment pas du tout cherché, mais je suis sortie avec une icône du GN belge à ce moment-là, donc qui est donc Quentin, qui était un gars assez connu du GN et qui jouait un personnage à Avatar justement, qui était un des personnages vraiment connus à Avatar. Et donc, j'étais connue en fait en tant que la copine de Quentin. Non, pas la copine de Quentin, la copine de Sandre, l'entité voilà, de la violence à Avatar. Parce que Quentin n'existe pas dans le vrai monde, c'était l'entité. Ouais, c'est ça. Oui, après, il existe quand même dans le vrai monde parce que du coup, il y a eu des blagues comme quoi il a ramené des épices d'Inde et tout ça. Donc, oui, c'est vrai que c'est... Donc voilà, mais bref... Mais donc j'étais effectivement la copine de Quentin, et donc c'est comme ça que j'ai commencé finalement à me faire une place sans le chercher évidemment, hein. C'était pas prévu, je me suis pas dit je vais m'y prendre comme ça. Voilà, je vais sortir avec quelqu'un du GN comme ça, voilà, non. Et puis j'ai évolué dans ce monde du GN passionnément, on va dire, parce que c'est vraiment un milieu qui m'a beaucoup plu. J'ai commencé à m'investir en tant que PNJ, joueuse, orga, et j'ai aussi été du coup administratrice de Bilarp aussi. Du coup, voilà, j'ai fait partie de ça aussi. Donc c'était un moyen pour moi de m'investir. J'avais vraiment envie de
de participer à l'élaboration en tout cas, améliorer les interactions de la communauté ensemble et au travers de la Fédé, etc. Et aussi les interactions de la Fédé avec la communauté. Et donc, voilà, c'était un peu ce challenge-là à ce moment-là. Et puis, c'est vrai que j'ai évolué dans le type de GN que j'ai fait aussi. Donc, une des choses aussi que, du coup, je reviens en arrière, mais j'ai fait aussi un peu d'escrime ludique. Donc, du coup, forcément, vu que Quentin était aussi une grande icône de l'escrime ludique, moi, forcément, je me suis aussi lancée là-dedans. C'était quelque chose qui me plaisait bien juste pour le fait de pouvoir être une femme et de pouvoir casser des gueules, hein, voilà, concrètement. Je n'étais pas spécialement bonne, je n'étais pas spécialement mauvaise, et puis au final, je n'ai pas vraiment eu envie de m'investir plus que ça. Par contre, le truc que j'ai vraiment découvert dans le GN qui me plaisait vraiment très fort, c'était justement le côté roleplay. Et donc, au final, je pense que je me suis aussi fait une place dans le GN en faisant des jeux de rôle beaucoup plus demandeurs en termes de roleplay. Parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Ouais. Et donc voilà. Donc t'es vraiment partie de commencer le GN avec une bande de potes, ouais. à travers la bande de potes, rencontrer des gens, rencontrer d'autres gens qui sont peut-être plus influents dans le milieu ou plus visibles, et du coup d'arriver à des endroits où, je crois que la manière dont tu parles d'escrime ludique, j'ai l'impression que l'escrime ludique était aussi une expérience d'être avec des potes. C'était quand même une activité dans laquelle c'était votre groupe d'amis plus large, etc. Donc c'est des activités qui se faisaient ensemble. Et puis pour finalement aller aussi vers des implications qui sont plus des prises de responsabilité, devenir administratrice Sabillard, devenir orga à Wildust, etc. Qui t'ont mené vers d'autres types de GN, peut-être moins masse-larp, groupe de potes, mais un peu plus engagement exactement. À toi individuellement. Voilà. Oui, et je pense que le moment charnière, on va dire, je le fais avec beaucoup de blague, mais c'est quand j'ai entendu quelqu'un parler de Quentin comme étant le copain de June, quoi. Alors là, du coup, c'était un moment charnière, du coup, dans le fait de me faire une place dans le monde du GN. Bon, j'en rigole, et au final, ça m'a fait beaucoup rire sur le moment même, mais voilà, c'est sûr qu'effectivement, j'ai évolué comme ça, avec plus un groupe de potes, et plus c'est trop chouette, c'est ludique. Et puis en fait, non, il y a vraiment, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de me faire une place dans ce milieu et de pouvoir contribuer à l'évolution de ce milieu. Et effectivement, de jouer des choses aussi beaucoup plus challenge, beaucoup plus intenses, avec beaucoup plus de performance aussi. Toi, tu as vraiment été vers des jeux qui sont plus demandants en roleplay, en théâtralité quelque part, en drama. En drama, absolument. June aime le drama. J'adore le drama. Voilà. Je pleure sur commande. Voilà, ça c'est fait. Si vous cherchez une joueuse qui pleure sur commande, voilà, vous pouvez m'appeler. Il n'y a pas de souci. Mais oui, non, clairement, c'était plus vers ça, ce côté. Ok, merci. De rien. Et du coup, Delphine, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Et Delphine, tu as eu un parcours... J'ai envie de dire, c'est vraiment très similaire par certains aspects, mais très différent par certains aspects. Mais du coup, est-ce que tu veux nous raconter un peu comment est-ce que t'es arrivée au GN et voilà, c'est quoi ton histoire? Oui, alors moi j'ai commencé le GN en 2010. Et donc j'y suis entrée d'abord par le jeu de rôle, par donc des joueurs avec qui je faisais du jeu de rôle papier sur table, exact. Et en fait, ils ont voulu créer un groupe sur Avatar, donc le même jeu de rôle, grandeur nature dont June parlait et que vous connaissez peut-être, sûrement. et en fait, j'ai eu de la chance et de la malchance, je ne sais pas trop comment on peut le dire, mais donc en gros de me disputer très fort avec les gens avec qui j'organisais, avec le groupe de potes avec qui je partais. Qui sont donc plus mes potes. Voilà. C'est un peu tristou, mais... Tu faisais du jeu de rôle papier, vous avez prévu d'aller en GN ensemble, et avant le GN, vous avez fait le GN ensemble. Avant, juste avant. Genre vraiment assez avant pour qu'on ne se parle pas sur place. Pas la veille, mais genre c'était encore 2 semaines avant, quoi. Je me rappelle plus, c'était il y a longtemps, mais... Et donc j'ai eu la chance, et je sais pas si on peut dire chance, mais d'arriver là-bas un peu seule. Voilà. Et donc d'arriver dans le monde du GN un peu seule et de me dire, je suis là, de toute façon, j'ai ma place, je vais y aller. Parce que j'avais payé, donc voilà. Et je me suis dit, je vais aller voir, de toute façon, j'ai rien à perdre, mais je suis vraiment arrivée avec...
je lisais avec une jupe et un bandana avec des têtes de mort parce que j'étais chez les insulaires, donc j'avais des têtes de mort. Les insulaires, c'est une nation pirate, ouais, sur Avatar à l'époque. Exactement. Et donc, du coup, je suis arrivée vraiment en touriste et je me suis baladée. Et ça m'a vraiment permis, en fait, de rencontrer plein de personnes. Parce que quand on est seul, on a l'avantage, du coup, de pouvoir vite entrer en contact avec d'autres personnes. On n'a pas envie trop de rester seul longtemps. Et j'ai pu créer finalement du jeu comme ça, petit à petit. Après, j'ai changé de faction. Donc, j'ai rencontré un autre groupe avec qui je me suis bien entendue. On a commencé à jouer, je me suis intégrée au groupe. Et puis, voilà, petit à petit, j'ai fait mon jeu de cette manière-là. Et donc voilà, j'étais en couple, mais ça m'a pas forcément, enfin c'était pas quelqu'un qui avait fait du GN, qui était connu dans le GN, donc ça n'a pas eu d'impact. Voilà. Et donc ton jeu au début, quand tu as trouvé ton jeu par toi-même sur Avatar, c'était un jeu très des intrigues, enfin c'était quoi ton jeu? Non, c'était plutôt des. En fait, je pense que je participais pas vraiment au jeu d'Avatar que les orgas avaient prévu. C'était beaucoup des choses parallèles. De comment sauver le monde. J'étais pas trop au courant de ce qui se passait dans le scénario principal. Et pas grand monde était au courant de ce qui se passait dans le scénario principal à l'époque à Avatar. C'était beaucoup des jeux parallèles. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais du coup, ton jeu, c'était quoi? C'était plutôt des jeux parallèles. Voilà, des missions, d'aller capturer des personnes, voilà, d'aller brûler des villages, brûler des camps. Comme font tous les honnêtes gens. Exactement, mais je n'étais pas très honnête. Tout à fait. comme tous les honnêtes gens qui font Avatar, c'était brûler des camps et capturer des gens. Okay. Bon, plus ou moins, oui. Et puis j'ai fait des champs de bataille aussi, parce que j'aimais bien. Et le combat m'a plu, donc j'ai fait de l'escrime ludique aussi très vite. Je me suis assez plu dans l'escrime ludique, donc je m'y suis assez investie. Parce que en fait, j'aime beaucoup ce côté fort challenge. Et puis j'aime bien en fait me battre dans l'esprit de pouvoir... pas massacrer l'autre, mais un peu quand même. Un petit peu. J'aime bien quand les gens sont au sol. Je ne dirais pas, mais dimanche passé, j'ai mis Quentin au sol. C'est arrivé une fois, oui. C'est arrivé une fois. Venez à la Riddle, où vous voyez un tas de trucs intéressants se passer. Non, je blague. Enfin, je blague pas, c'est arrivé, mais et donc, je sais plus ce que je disais. Et le fait d'avoir justement fait cet escrime-là m'a donné aussi des compétences en combat qui m'ont permis du coup d'avoir ce jeu un peu de guerrière. Et donc, en fait, on m'appelait pour combattre. Parce que quand on avait besoin de garde du corps, en fait, finalement, j'étais pas si mal parce que j'arrivais à bien défendre. Et j'avais un jeu aussi où finalement, je faisais très fort ma naïve. Et puis, en fait, comme j'étais assez douée derrière pour combattre, ça marchait bien, quoi. T'avais quel âge quand t'as commencé le GN? 2010, je suis née en 87. Faites les calculs, vous qui avez une calculatrice dans les 23, trop tard pour 22, faire des maths. 22. Tu étais jeune. Enfin, ouais, 22. Grosse louche, c'est quelque part entre 18 et 25. Attends, 22, j'ai 34 maintenant. J'aurais pas dû poser cette question. Ouais. Mais du coup, toi, t'as vraiment commencé toute seule. Enfin, t'as prévu de commencer avec un groupe. Mais ça n'a pas marché. Du coup, j'ai fait Avatar, j'ai fait Ragnarok. Après, j'ai fait Myril en monstre. Ragnarok, c'était en monstre aussi d'ailleurs. Et j'ai fait Mythodea, qui est aussi un grand jeu de rôle en Allemagne, mais que j'ai passé parce que je ne suis pas restée très longtemps. Voilà. Après, j'ai rencontré mon mari actuel. Je peux dire mari maintenant. À l'escrime ludique, justement. Donc, pas en jeu de rôle. Pourtant, on faisait des jeux de rôle communs, mais on ne s'était pas rencontrés sur le jeu de rôle. On s'était vraiment rencontrés à l'escrime ludique. Et donc, par après, du coup, j'ai fait des jeux de rôle un peu avec lui, mais pas trop, parce qu'après, je suis tombée enceinte. Et voilà, l'arrêt du GN, le gros ventre, tout ça. Ok. Ouais, et on pourra revenir sur le côté, comment le fait d'être tombée enceinte et quel rapport ça a eu au GN. Moi, je voulais demander un peu, sur base de ce que vous avez rapidement dressé comme peinture, comme portrait de votre itinéraire, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez hésité à arrêter le GN? Genre, est-ce qu'il y a des moments où, tout ça, vous avez brassé vraiment en quelques minutes le passage de je suis nouvelle Avatar à aujourd'hui, je suis ici sur Place aux Choses à parler de mon itinéraire de GN et comment je me suis fait une place, en gros. Est-ce que au milieu de ces deux moments, il y a eu des moments où vous avez hésité à arrêter? Et si oui, pour quelles raisons? Et combien de fois? Moi, personnellement, je considère que là, actuellement, j'ai arrêté. Je suis en stand-by parce que j'avais comme projet de recommencer, mais donc du coup, comme j'étais enceinte, j'ai arrêté. Et puis, j'ai eu des enfants.
Pas fatalement, parce que j'étais enceinte. Et puis donc du coup, Pas fatalement, il peut se passer un tas de trucs. Hein. C'est vrai, non, mais du coup, j'ai eu les enfants. Ouais. C'est plutôt une bonne chose. Voilà. Et puis donc du coup, j'ai arrêté parce que j'avais des enfants en bas âge et que médicalement, de toute façon, je pouvais sportivement pas reprendre tout de suite. Et donc après, j'ai voulu reprendre, mais il y a eu un truc qui s'est appelé Covid. Et donc là, j'ai malheureusement pas pu. Et donc le timing a fait qu'actuellement, je n'ai pas encore repris. Et c'est vrai que au niveau, donc, est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter? J'ai beaucoup hésité à reprendre. Okay. Voilà, c'est toujours un peu en cheminement. Mais donc, du coup, c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois. Parce qu'en fait, c'est énergivore. Et je ne sais pas si j'ai envie actuellement de dépenser autant d'énergie pour ce que ça peut m'apporter en tant que positif, même si je trouve ça très positif et que en fait, quand je suis dans le jeu de rôle, vraiment, je suis très investie. J'avoue que c'est une transcendance particulière. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie et je ne sais pas si, de manière sélective, c'est le hobby que j'ai envie de sélectionner actuellement. Même si je suis plutôt pour l'idée de recommencer. Il y a un petit peu ça qui est sur la balance. Ouais, merci. June, du coup, je réfléchissais en même temps. Du coup, merci d'avoir pris la parole en première. Donc moi, oui, j'ai eu... Je pense que la première fois où je me suis posé la question de est-ce que je continue, ou que j'ai eu une sorte de ras-le-bol, c'était un peu quand j'ai pris justement ces responsabilités, où je me suis très investie dans la communauté pour justement faire évoluer les interactions au sein de la communauté. Parce que tout simplement, voilà, comme dans toute communauté, il y a pas mal de batailles d'ego, pas mal de gens qui ont leur avis, des fois de manque de bienveillance face à des gens. Parfois, de manière anecdotique. Voilà, non, en fait, non, en vrai, non, c'est clairement pas. Ouais, c'est beaucoup de manque de bienveillance, de bataille d'ego, etc., etc. Et c'est vrai que c'est un peu usant et fatigant de devoir dealer avec ça, en fait. Et donc, c'est vrai qu'en plus... moi j'étais jeune, enfin je suis encore jeune, mais je veux dire, ça fait un peu selon les critères d'organisation jeunesse, je suis encore jeune, je tiens. Non, mais 35. J'étais encore plus jeune avant, et c'est vrai que début de vingtaine, en plus, moi qui suis quelqu'un de très émotionnel, de très réactif, de très... Enfin, voilà, le niveau de shitstorm de la communauté était énergivore, quoi. Et je pense que mon niveau de shitstorm aussi, enfin, je pense qu'il fallait dealer avec mes propres... mes propres étincelles, mes propres bûchers personnels, en fait, je pense. Et sinon, dernièrement, du coup, vu que j'ai fait un burn-out, c'est vrai que j'ai dû aussi choisir un peu ce que j'allais mettre dans ma vie. Et c'est vrai que l'EGN prenait beaucoup, beaucoup de place, que ce soit en tant que joueuse, mais aussi en tant qu'orga. Et donc, à chaque fois, effectivement, j'ai dû tout le temps, pendant plusieurs années, sélectionner ce que je devais faire et ce que je voulais faire. Et avec le Covid, c'est vrai qu'aussi, ça m'a fait un peu lever le pied. Je me suis dit, non, en fait, ça me manque pas tant que ça. Alors oui, j'ai toujours continué d'en faire parce qu'il y a toujours ce truc de ça a l'air trop bien. Je peux pas rater ça, voilà. Mais clairement, j'en fais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Je veux dire, à mes débuts, j'en faisais vraiment pas mal de fois par an. Enfin, ici, c'est occasionnellement. Ouais. Je posais la question, et en fait, c'est pas tout à fait ça, les réponses que j'avais en tête, mais je trouve ça hyper intéressant que ce soit ça qui sorte, parce que c'est vrai que on n'a plus 22 ans. Mais en fait, je crois que c'est vraiment intéressant quand même de voir l'itinéraire où... moi, je considère que j'ai commencé entre 15 et 17 ans, 22, 20... Enfin, il y a un peu ce genre de vraiment jeune adulte qui sort de l'adolescence et qui rentre dans ce monde-là. Et on pourra reparler après de qu'est-ce que ça fait de rentrer dans ce monde-là à cet âge-là, particulièrement quand on est une fille, parce que je crois que quand on est une fille entre 17 et 25 ans, on nous traite d'une certaine manière dans le milieu du GN. Clairement. Et comment, à l'âge où on est aujourd'hui, c'est d'autres enjeux qui sont là. Il y a certains trucs qui nous concernent moins parce qu'en fait, on n'est plus dans cette catégorie-là, et aussi parce qu'on a une ancienneté dans le milieu du GN qui fait qu'aujourd'hui, on est moins là-dedans. Mais par contre, du coup, il y a des contraintes réelles. Et je crois que si on prend l'itinéraire, la pyramide des âges des femmes dans le GN,
il y a beaucoup de femmes qui disparaissent au moment où elles ont des enfants, où elles sont plus en fait aux études, où elles arrivent dans une vie professionnelle, etc., qui fait que les contraintes de la vie réelle nous rendent et rendent les femmes moins disponibles pour des hobbies en général. Ouais. Et je crois que dans les couples, dans les familles, etc., c'est un peu les femmes qui sont les premières à sacrifier leur hobby. À sacrifier leur hobby. Et je crois que toi, tu peux en parler aussi de ouf avec ta... J'ai pas sacrifié tous mes hobbies, mais comme... non, mais le fait de dire, je faisais du jeûne et tout, et en fait, j'ai été enceinte, et après ça, j'ai pas repris. Y a des contraintes réelles qui viennent se mettre, quoi. Non, c'est sûr. Sachant que le père lui a repris. Je tiens à le dire. Le père a repris depuis longtemps, d'ailleurs. Non, pas si longtemps. Il y a le Covid quand même pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Et un autre truc que je trouve intéressant, c'est que tu mentionnais que la gestion de la communauté était énergivore pour toi. Et moi, j'avais envie de demander, mais pourquoi tu te sentais obligée, toi, de gérer ça mais la réponse, j'ai l'impression que c'est un peu une question rhétorique. Tu te sens obligée de gérer ça parce que tu es une meuf aussi un peu, et que du coup, il y a un peu cette attente de gérer ces questions. Enfin, moi, je me souviens quand tu as postulé pour la loi de Billard, ton projet, c'était vraiment de mieux communiquer, de faire en sorte que les gens soient mieux écoutés. Donc, c'était des travails d'écoute, de care communautaire, etc. Et je crois que t'es pas la seule, en fait, à avoir mis beaucoup d'énergie dans ce genre de travail, qui est du travail vachement moins valorisant sur papier que d'organiser un GN super cool, mais qui est un travail éminemment genré aussi, quoi. Enfin, je sais pas si tu as un commentaire à faire là-dessus. Mais cela dit, c'est vrai que le travail était super bien accueilli, et justement, quand j'ai proposé ce projet de faire le pont entre la communauté Billarp, etc., c'était vraiment quelque chose qui a hypé vraiment beaucoup, parce qu'il y avait ce besoin, il y avait un gros besoin, et donc, c'est vrai que je sais pas dire s'il y a des gens qui ont essayé de le faire, etc. Peut-être pas comme ça. Et après, ça a été repris, d'ailleurs, par Thomas aussi, entre autres. Et donc, du coup, c'est ça qui est chouette, c'est que ça a amené ça a eu une évolution là-dedans. Mais c'est vrai que moi, en tant que meuf, je sais que j'aime bien justement prendre soin. Il y a ce côté très dans la communication. J'aime bien écouter les gens. J'aime bien régler les problèmes des gens. Donc effectivement, ça c'est quelque chose de plus féminin et plus attribué, des qualités plus attribuées au féminin, parce qu'on a été éduqués beaucoup plus facilement là-dedans, et on nous demande beaucoup plus facilement ça dans notre quotidien. Donc je pense que ça s'inscrit là-dedans aussi. Après... j'avais envie de dire, mais non, mais c'est parce que moi je kiffe trop faire ça. Oui, c'est parce que je kiffe trop faire ça. Mais statistiquement, il y a beaucoup d'autres. C'est ça. Je kiffe trop faire ça, mais aussi parce que j'ai été éduquée là-dedans, et parce que du coup. Peut-être aussi parce que tu es valorisée quand tu fais ça. Tu dois pas forcément. Tu dois peut-être, c'est une hypothèse, mais tu dois peut-être produire moins d'énergie ou d'efforts pour pouvoir en fait avoir accès ou être là-dedans. Et finalement, du coup, c'est plus valorisant. T'es plus vite reconnu. Je crois qu'il y a aussi tous ces enjeux-là qui sont du fait que tout ce qui est stéréotypé, tout ce qui est genré, tu vas plus vite dedans parce que c'est plus facile, moins fatigant, et parce que tu es plus vite reconnue en tant que compétente. Et là-dedans, gros dossier. Ce qui aurait moins d'être intéressant sur, du coup, quand tu dis orga de GN, que c'est pas forcément les mêmes tâches que tu prends, comment ça se passe, quoi. Mais moi, peut-être en gardant ça pour plus tard, peut-être, mais moi, j'ai failli arrêter le GN à ce moment-là, aussi un peu. J'ai pris beaucoup de responsabilités, où j'ai eu beaucoup d'implications à un moment donné aussi, que ce soit à travers l'escrime ludique, à travers Billard, parce que j'étais administratrice aussi, et donc sur plusieurs projets. Et j'étais beaucoup PNJ, j'étais beaucoup aide sur différents jeux, et à un moment donné, j'ai réalisé que je prenais plus de plaisir. Que toute mon implication dans le milieu des jeunes était devenue 100% du bénévolat, en fait, du travail à essayer d'offrir du jeu aux gens, à fluidifier des trucs, à faire de la sécurité émotionnelle, etc. Et finalement, je me suis dit, zut, en fait, je m'amuse plus. Or, le GN, c'est mon hobby. Et j'ai dû revenir en arrière de ça et de me dire, non, je me trouve un groupe de potes pépouses avec qui je vais faire du tambour. Et en fait, retrouver mon plaisir de jeu là où je risquais de le perdre de vue, en fait. Mais donc ça, c'est des trucs qui sont très liés à, je crois,
nous aujourd'hui. Oui, et c'est, du coup, pardon, ça me fait penser à un truc, mais c'est vrai qu'effectivement, personnellement, j'ai toujours eu ce truc de je veux créer des opportunités pour que des gens qui n'ont pas accès facilement à des responsabilités au sein du GN, à des rôles, etc. Et donc, du coup, clairement, j'ai visé des femmes à certains moments, donner l'opportunité à des femmes d'avoir ce truc-là. Mais au final, moi, ça m'a bouffé énormément d'énergie, ça m'a aussi ça a amené aussi pas mal de conflits parce que du coup je m'investissais dans des valeurs, dans des trucs que je voulais vraiment mettre en place et au final c'était pas du tout reposant et c'est ça qui te fait aujourd'hui hésiter à reprendre le GN, parce que le GN n'est pas un hobby aussi reposant qu'est-ce qu'il pourrait être. Enfin, genre, je me dis, le GN, ça pourrait être un hobby qui te fait rêver, qui te fait voyager, qui te fait vivre des expériences hyper chouettes. Après, je sais pas, parce que typiquement, moi, les GN vers ceux où je me tourne, c'est pas justement des GN. Pas les feel good. Non, pas du tout. Donc, non, c'est justement ceux où où t'en chies pendant un week-end, où tu pleures, et c'est vers ça que je tends au final. Et donc, en fait, j'ai l'impression que ça me procure plus de plaisir de douiller pendant un week-end sur un GN de type 2 hyper dur émotionnellement et de chialer parce que je joue un rôle difficile. Ça me prend effectivement moins d'énergie et de place émotionnelle et mentale que de prendre sur des gens, en fait. Et finalement, être TI pendant un week-end à en chier et à pleurer et à vivre du drama, etc., c'est plus reposant que de passer du temps un peu time-out à aider quelqu'un d'autre qui est en difficulté, etc. Ah ouais, et à essayer de donner de la place à des gens, à essayer de donner des responsabilités à des gens, parce que sauf si on est orga, parce que là, clairement, c'est pas du tout le même truc. Voilà, là, on est là pour ça et on a signé là-dessus et c'est le plaisir de... Voilà, mais quand t'es effectivement dans un GN où tu es censé être joueur et à la fois tu dois coordonner des trucs pour que les gens... Enfin, non, c'est effectivement très dur. T'es là en mode, il y a quelqu'un qui est un peu tout seul, je vais lui offrir du jeu, je vais essayer de lui tendre une perche, etc. Et en fait, tout ça, ça te fait quitter ton plaisir égoïste à toi, en fait, finalement. Oui, et je pense que tu laisses beaucoup de toi aussi. Tu t'émiettes en faisant ça aussi. Elle est quand même marrante, ta question, Rachel. C'était quand même un petit peu... En fait, c'est plus fatigant de devoir penser aux autres et d'être attentif à tout ce qui est autour de toi plutôt que juste vivre le moment. Oui. Ben, en fait, du coup, vivre le moment, ce sera toujours mieux, quoi. Mais ça, je crois que c'est applicable à tellement de choses. Ah non, évidemment, mais non, mais c'est marrant parce que moi, quand je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mes expériences de GN qui sont teintées de je pense à un des groupes de GN avec lesquels j'évolue beaucoup en ce moment. Moi, j'ai choisi ce groupe parce que je voulais faire du tambour et faire des trucs marrants. Je voulais être joueuse, je voulais être la 7e roue du carrosse, je voulais surtout pas prendre de responsabilité. Et bon, c'est aussi une question de caractère et tout, mais je me retrouve quand même très souvent à être quelqu'un qui observe quand il y a des dynamiques de groupe qui vont pas, c'est qui prend le pouvoir. En fait, là, il y a eu un déni de jeu sur telle personne et tout. Et en fait, moi, je le vois. Et donc, moi, je peux pas prendre mon pied toute seule, chill, en mode, moi, je suis là pour jouer du tambour et courir dans les bois avec un arc à flèche. Mais en fait, moi, ça vient manger mon plaisir de jeu, ça vient envahir mon plaisir de jeu parce que je le vois. Et du coup, je me retrouve à gérer ce genre de trucs et à faire des débriefs compliqués, alors qu'en fait, je suis là en mode, moi, j'ai juste envie de tirer à l'arc sur des gens qui courent dans la forêt, quoi. C'est vrai qu'on a été éduqués à voir tout ça. En fait, ça fait partie... je pense que ça fait partie vraiment de l'éducation, ça. Je crois que c'est vraiment l'éducation qui nous fait vraiment nous rendre compte, en fait, autour de nous, des gens qui vont pas bien, du fait qu'on doit être attentif, du fait que... Je pense que du coup dans notre jeu ça se voit, quoi, ça transparaît parce que forcément c'est teinté de ça puisque ça reste des vraies personnes et donc on est quand même toujours confronté à se dire ah oui en fait je vois que ça va pas bien et c'est vrai que voilà, moi je réfléchissais aussi pendant que vous parliez et je me dis mais toutes mes expériences de jeu, je pense que j'ai pas eu une seule fois un jeu de rôle où je me suis pas occupée de quelqu'un qui pleurait en fait. Et sans l'avoir cherché ni l'avoir voulu ni avoir pris une place importante, en fait c'est vrai que je crois que dans chacune de mes éditions, chaque jeu de rôle jeu de rôle grandeur nature que j'ai pu faire, je pense que je me suis chaque fois occupée de quelqu'un qui pleurait, quoi. Ouais.
Ouais. Faudrait demander aux hommes si c'est pareil pour eux. Est-ce que tu as déjà pu passer un GN? Moi, j'ai déjà fait plus d'un GN sans me préoccuper de personne qui pleurait. Donc peut-être que, je sais pas, soit je ne fais pas gaffe et je suis une vraie... Ouais, peut-être, ouais. C'est peut-être nous aussi. Enfin, je veux dire, je pense qu'il ne faut pas spécialement généraliser, mais c'est vrai que moi, dans mon expérience personnelle, effectivement. Mm-hmm. Mais du coup, on parle de là où on en est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un endroit où on a quand même stabilisé un peu quelque chose, quoi que ce soit. Pas sûr que ce soit stable en fait. Mais bon, voilà, on en est quelque part aujourd'hui. Mais dans la question de comment est-ce qu'on fait pour se faire une place dans le milieu du GN quand on est une femme, il y a, je crois, vraiment quelque chose de critique qui se passe quand on commence. Alors, c'est quoi la porte d'entrée qu'on prend? Quelles sont les opportunités qui existent via cette porte d'entrée-là? Quels sont les soutiens dont on dispose? Et c'est quoi les écueils qui existent dans ces différents scénarios? Alors je propose de vraiment juste brasser un genre de, je sais pas, de template dans lesquels on va pouvoir essayer de prendre en compte différentes situations. Mais pour vous, imaginons personne lambda, fille de 19 ans, commence Avatar. Aujourd'hui, vous entendez, je sais pas, votre cousine, votre belle-sœur, votre collègue du boulot qui a 10 ans de moins, j'en sais rien. Bref, quelqu'un de votre entourage, une femme qui a 19 ans, commence Avatar. Qu'est-ce que vous pensez? Avatar ou un autre GN? Je dis pas ça pour spécifiquement sur Avatar, mais parce que je crois qu'on a quand même beaucoup commencé par Avatar. Mais arrive en masse LARP. Il y a un système de red flags maintenant, ça devrait mieux aller. tu remplis son formulaire à sa place pour mettre tous les gens que toi tu veux. Il y a beaucoup de noms que... Non, trop de noms. Je blague. Mais vraiment, qu'est-ce qui vous traverse Des vigilances, quoi. Enfin, il y a ce côté... moi, ce qui me traverse, c'est ce côté... en fait, moi, je l'ai vécu, c'est ce côté... on arrive toute fraîche dans un milieu du GN où il y a tout âge, tout type de gens. Mais... clairement, il y a... Moi, à chaque fois que j'étais célibataire en GN, il y avait ce côté, ok, en fait, je suis un bout de viande sur le marché. Même quand tu n'es pas célibataire. Voilà. Aussi, c'est vrai, oui, clairement. Et c'est vrai que... oui, il y a ce côté... On ne sait pas... Moi, je me suis toujours... J'ai jamais pu m'empêcher de ne pas me poser la question de est-ce que le mec qui est en face de moi et qui est gentil avec moi et qui est mon pote, est-ce que c'est par intérêt? Est-ce qu'il espère secrètement me pécho au bout d'un moment ou pas, en fait? Et le pire, c'est qu'il y a cette culpabilité de se demander ça. Parce qu'on se dit... Waouh, mais... je suis parano. Alors déjà, je suis parano. En plus, est-ce que je suis légitime? Est-ce que ça fait pas quelqu'un... Est-ce que je suis du coup pas quelqu'un qui a la grosse tête, qui se croit bonne? Enfin, voilà, il y a plein de questionnements, mais c'est vrai qu'on est tellement habitué... Enfin, en tout cas, moi, j'ai été tellement habituée à être une proie dans la société en tant que femme que du coup, dans le milieu du GN, clairement, il y a eu ça. Et je veux dire, des expériences, on en a toutes eues en tant que proie dans le milieu du GN. En fait, ce que je trouve terrible, c'est qu'en fait, je crois que il n'y a pas spécialement, doit pas y avoir spécialement énormément d'hommes qui sont dans cette mentalité-là. Enfin, je veux dire, en termes de pourcentage, si on prend toute la population du mass LARP, il doit pas y avoir, ça doit pas spécialement être la majorité. Mais c'est vrai que quand je réfléchis à mes expériences personnelles, de ce que j'ai pu entendre, entendre ce que j'ai pu voir, cette idée de proie, elle est omniprésente, quoi. Quand tu arrives, tu as 22 ans, t'es toute jolie, t'arrives et t'es toute naïve et t'es toute mignonne. T'es super enthousiaste parce que c'est le premier GN et que t'es enthousiaste, tu fais des sourires et tu vas parler aux gens. Bon, ça fait quand même beaucoup de caractéristiques qui font qu'il y a certaines personnes qui disent ah ouais, ça va, elle, comment est-ce que je peux me la faire, quoi. Clairement. Et en fait, je trouve ça dommage, quoi. Oui. Et c'est vrai que du coup, tu sais pas à qui tu peux te fier. Quand tu te fies à certaines personnes et puis que tu te rends compte qu'en fait, ça marche pas, t'es super déçu. Je veux dire ça, moi, je sais que moi, ça m'a super fort cassé quand il y a des personnes que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout dans le jeu qu'elle voulait, mais c'était d'autres choses qu'elle voulait, quoi. Et ça, c'est destructeur. Et ça, je pense que... Et je crois que c'est aussi compliqué pour... je vais prendre un tout petit peu la défense des hommes, mais les pauvres, ceux qui finalement sont là vraiment pour te donner du jeu, qui ont envie de jouer et qui pensent pas à ton cul, en fait, les pauvres, en fait, on se méfie aussi d'eux, quoi. Tu vois, je me dis, des deux côtés, je trouve ça triste, en fait. Il y a une ambiance qui est...
Ici j'ai un commentaire de Forminis qui dit qu'en tant qu'homme, l'inverse c'est aussi vrai. Parce que tu veux aller vers l'autre et être gentil, et parfois tu te retiens parce que tu as peur que ce soit pris pour de la drague ou autre. Clairement. Effectivement, et du coup, c'est dommage, quoi. Ouais, mais c'est sûr. Et c'est vrai que là, effectivement, moi, un truc qui m'a vraiment fort aussi dégoûté du GN, c'est ce côté TITO, justement. Ce truc qui est particulièrement présent en Maslar. Et c'est sous couvert du thé. Alors, il y a des trucs... Non, mais en fait, c'était du jeu. Non, mais en fait, non, c'était pas du jeu, c'est juste que tu voulais sur le moment même. Et de la drague dégueulasse qu'on te dit que c'est des formes de jeu. Et ça, c'est horrible. Et bon, enfin, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus dégoûté dans le milieu du GN, c'est ce sous couvert du TI, alors qu'en fait, en vrai, c'est juste une excuse et c'est juste pour dire c'est juste pour se faire une bonne conscience qu'en fait on dit que c'est TI, alors qu'en fait c'était totalement Théo. Non, moi je suis pas un gros pervers, c'est mon bon personnage, je l'ai conçu comme ça. Ah bah excuse-moi, mais t'aurais peut-être pu. Ça marche avec toutes sortes. T'aurais peut-être pu concevoir un personnage un peu moins pervers, hein, désolé. Ah mais moi j'ai une anecdote formidable par rapport à ça. C'était je jouais donc une de mes premières années. Je me demande si c'était pas la première année à Wild Dust. Où j'ai joué à la fois donc PNJ prostituée. Donc Wild Dust c'était un GN western dans lequel il y avait toute une mécanique de prostitution qui était hyper chouettement pensée. Hyper intéressante. Parce que du coup les prostituées c'était un peu les lieux de rumeurs. Et donc quand on allait voir une prostituée, on échangeait une rumeur avec une prostituée et donc ça donnait du sens au jeu prostituée qui est quand même pas mal décorum dans un univers western. Exactement, c'est ça. Et du coup ce qui était bien c'était que on rentrait dans une pièce et dès qu'on rentrait dans cette pièce, c'était Théo, quoi. Il y avait plus, on échangeait des rumeurs et c'est tout. Voilà, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de simulation, il n'y avait pas de on fait du bruit, machin, pour dire que non. Et ça, c'était très chouette et très cadré. C'était précisé dans les règles. Et c'était précisé, c'était vraiment... voilà. Après, il y en a qui l'ont pas fait comme ça. Mais donc moi, en tant que joueuse qui débarque dans le milieu du GN, je fais ce rôle de prostituée. Et juste aussi, pour préciser, j'ai aussi fait un rôle de bandida, ce qui était vraiment très chouette. Et donc, du coup, il y avait vraiment le contraste. Donc, c'était cool. On ne m'a pas juste casté pour ça. Et donc, du coup, je joue mon personnage. Je vais dans la pièce pour dire, OK, maintenant, on échange de rumeurs, etc. Et là, on échange, etc. Et puis là, le gars me dit, bon, OK, voilà, maintenant que c'est fait, ça, c'est quand qu'on passe aux choses sérieuses? Mais genre, c'est bon, c'est ça en fait le jeu. Et alors il commence à faire c'est les règles. Voilà, c'est ça. Et donc il commence à faire des blagues lourdes de ouais mais non, mais c'est bon, là on est à deux, on pourrait faire et voilà. Et donc ça c'est le classique de l'expérience Et tous les mecs sont peut-être pas comme ça, mais je connais pas une femme à qui ce n'est pas arrivé. Exactement. Ouais. Ça c'est vrai. Mais du coup, peut-être parce que le même homme fait plusieurs fois. Oui, c'est ça, c'est clairement. Il existe un homme quelque part, bref, qui est sur tous les GN, bizarrement. Mais du coup, donc, une fille de votre entourage commence le GN à 19 ans. Juste, c'est quoi vos réflexes? Peut-être sans rentrer dans les détails, mais dire, c'est quoi les 3 trucs auxquels vous pensez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je pense que je lui dis de jamais être seule. Ok. Alors, parce que j'ai fait beaucoup de jeux seule, mais il m'est quand même arrivé certaines bricoles. De mecs lourds qui me plottaient dans les tavernes. Et mais ce qui encore une fois est une comment on appelle ça, c'est illégal, c'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Mais en plus ça a été remonté, j'ai remonté à l'orga et après le lendemain ils sont venus, des gens sont venus m'engueuler parce que le pauvre il avait eu une remarque, quoi. Pauvre petit chou. Bref. Heureusement, il existe aujourd'hui des gens qui essayent de changer ça dans le milieu du GN. Oui, c'était il y a longtemps. J'avoue que pour ça... Ça n'arrive plus... Non, pardon. Non, ça arrive... Fini, oui. Et donc, je pense que je conseillerais de juste faire un jeu, mais pas seul. Okay. Parce que je pense que quand on est seul, en fait... c'est super triste ce que je vais dire, mais je le pense quand même. Je pense qu'il peut plus facilement t'arriver des trucs négatifs. Et j'en ai vécu pour me dire qu'en fait, c'était pas confortable. Et que si t'es deux, ça t'arrive moins souvent. Donc c'est peut-être quelque chose que je conseillerais. Mais voilà, après, je trouve ça super triste. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que je conseillerais vraiment quelque chose et que je ne laisserais pas la personne se faire sa propre opinion? Si c'est ma propre fille, je lui conseille d'être toujours avec 3 gardes du corps. Ok. Donc, pas être seule, pas faire de jeu seul. On y reviendra. Je propose qu'après, qu'on brasse un peu des trucs, puis qu'on demande aussi... dans la conversation sur Twitch. On lui conseille de lui apprendre à se battre aussi. Si vous, sur Twitch, vous entendez qu'une fille de 19 ans de votre entourage à laquelle vous tenez commence le GN,
Qu'est-ce qui vous traverse? N'hésitez pas à nous dire, comme ça on repart dessus. Je lui apprends à tenir une épée. Tu lui apprends à tenir une épée, ok. Et à lancer des dagues. Ok. C'est pratique. Donc tu lui apprends à tenir une épée. Ouais, June, t'as une idée? Moi, enfin voilà, il y a ce côté ne te fie pas au TI, sois vigilante, vraiment, il y a ce côté sois vigilante. Et puis c'est vrai que à chaque fois, il y a un truc qui me vient et puis qui part. Et n'hésite pas à sortir d'un jeu si c'est pas confortable. Voilà, oui, n'hésite pas à sortir d'un jeu. Te sens pas obligé, quoi. Voilà, et pareil aussi, c'est vrai que, et ça, je pense que ce soit dans le monde du GN ou partout, je veux dire, en tant que jeune qui débarque dans, et quand on va se faire une place, il y a ce côté, parce que les autres semblent faire ça, du coup, je le fais aussi, même si je trouve pas ça très cool, mais en fait, c'est juste pour... je le fais parce que ça a l'air d'être comme ça et que j'ai l'impression que c'est comme ça que je vais rentrer dans ce groupe. En fait, c'est juste être vigilant à ne pas faire des choses dont on n'a pas envie juste pour paraître cool, en fait. Mais ça, c'est un truc qu'on devrait dire dans la vie réelle aussi. On dirait dans la vie réelle à un ado, en fait, à un jeune adulte. Donc c'est très universel, mais... Ok. Mais voilà. Costume-toi comme tu veux. Okay. Sans toi. Tu dirais sois jamais seule, mais costume-toi comme tu veux. Ouais, mais pas. Je dis si c'est ma fille, je lui dis de pas mettre de décolleté. Si elle a des décolletés, on va lui offrir des Non, mais je rigole. On va lui offrir des paires, mais on va être lourd avec lui toute la soirée. Quoi, ouais, je sais pas. Je crois que je préférerais qu'elle paye ses verres. Je lui donnerais de l'argent pour qu'elle paye ses verres. Ici, j'ai Badrine qui dit, je lui dis qu'elle est là pour s'amuser, donc si elle s'amuse pas, elle a parfaitement le droit de se barrer. Clairement. C'est un très bon conseil. Effectivement. Je pense que c'est cette légitimité de se dire je peux partir, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est important. Et je peux dire stop et je peux dire non. Enfin, ça, encore une fois, c'est très universel, pas que dans le monde du GN. C'est que effectivement, on nous a... maintenant, ça change. Drillé. Voilà, mais effectivement, on nous a drillé à faire plaisir aux autres. Et donc ça, c'est... non, en fait. C'est à toi que tu dois faire plaisir. Donc ça rejoint un peu le commentaire ici. C'est à toi que tu dois faire plaisir, pas aux autres. Et donc, dis non quand ça te fait plus plaisir. Et si jamais il y a un problème, surtout d'en parler. Voilà, parce que je pense que ça c'est aussi quelque chose qui est important, c'est de pouvoir dire les choses quand ça se passe pas bien. Ouais. Et pour ça, je crois qu'il faut quand même pas mal déjà avoir des références, parce que mine de rien, donc vous dites, il y a plusieurs conseils qui pourraient très bien s'appliquer dans la vie de tous les jours aussi, mais il y a quand même une spécificité quand on commence le GN, quand c'est son premier GN, c'est qu'on découvre en fait toute cette culture implicite, UTI-TO, et en fait on dit que c'est très clair, mais c'est pas du tout clair quand on commence. Non, et donc, quand on voit des gens faire un jeu, je sais pas, de disputes hyper violentes, on se dit, ok, c'est comme ça qu'on fait, je vais essayer ça. On voit, je sais pas, à Wild Dust, on voit des prostituées jouer un jeu de séduction, mais en fait, on sait pas ce qui se passe derrière la porte, donc nous, on s'imagine peut-être des choses, etc. Et donc, il y a énormément d'implicite quand on commence le GN. Et je crois que c'est aussi confronté à cet implicite que... si aujourd'hui, on connaît les codes, c'est parce qu'on s'y est confronté. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent comme ça. Moi, de manière très perso, quand je me posais cette question, moi, je me rendais compte que j'étais vraiment devenue une dragonne hyper protectrice. Et que quand j'entends une jeune fille qui veut commencer le GN, en fait, je sors les crocs, quoi. Et je me sens une vraie responsabilité de meuf qui est encore là. Parce que je sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais... il y a quand même une vraie épuration qui se fait au fur et à mesure des années entre les femmes qui commencent le GN et qui en font pendant entre, je sais pas, 6 mois, 3 ans, et puis qui après disparaissent à un moment donné et qui reprennent pas. Moi, je suis encore là et du coup, je me sens une responsabilité pour toutes celles qui commencent pour éviter qu'elles vivent un truc pas cool. Qui peut être plein de choses, mais qui peut être pas cool et qui font que du coup, elles reviennent plus. Mais peut-être aussi parce que tu as envie qu'il y ait des femmes dans le GN. Oui, clairement. Ouais. Mais il y a moi, je trouve qu'il y a une responsabilité qui pèse. Et en fait, on revient un petit peu sur ce truc de... on peut pas juste, tranquille, jouer du tambour et tirer à l'arc dans les bois. En fait, moi, quand je suis là, je me sens une responsabilité pour les jeunes qui commencent. Et du coup, moi, ce que j'ai fait... il y a quelques années, quand une amie voulait commencer le GN, je l'ai inscrite sur... l'ARP Women Unite. Donc l'ARP Women Unite, c'est un groupe non mixte de GNistes, de femmes qui font du GN, qui est francophone, mais donc il y a des gens de Suisse, de France, de Belgique, de Québec, etc.
Et c'est un groupe dans lequel, pendant tout un moment, et notamment autour de MeToo, il y avait énormément de personnes qui témoignaient, de dire moi, quand j'ai fait du GN, c'est passé ça et ça. Et je crois que le premier truc, quand elle a dit youhou, j'ai envie de faire Avatar, je lui ai dit va sur ce groupe et lis. En fait. Et lis les témoignages, lis les agressions, lis les situations compliquées. Et en fait, juste pour casser tout de suite l'enthousiasme du GN. Mais c'est chaud en fait, parce que elle est là, elle a 19 ans, elle veut commencer le GN, c'est cool, moi aussi j'étais là. Mais moi, je voulais vraiment insister pour que, en fait, elle sache. Et en fait, c'est triste. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi... moi, je me souviens quand j'ai commencé, j'ai effectivement vu cette communauté, j'étais avec des étoiles plein les yeux, j'étais oh, mon Dieu, ça a l'air génial, tout le monde a l'air trop chouette. Les gens sont tous gentils avec moi. Voilà, tout le monde est gentil. C'est une communauté qui a l'air géniale, bienveillante, super inclusive, super accueillante, super safe. Nope, spoiler, non. Voilà. Alors, ça veut pas dire que il n'y a pas du bon. Voilà, non, clairement pas. Mais c'est juste que effectivement, il faut être conscient parce que voilà, on est dans le monde réel en fait, et que cette communauté du GN, c'est comme toutes les communautés, c'est comme la vie en fait. Voilà, sauf qu'on est dans le monde réel, mais on a moins les codes. Oui. Donc ça dérape encore plus vite. Quelque part. Voilà. Je crois que c'est d'autant plus triste que quand on fait du jeu de rôle, c'est qu'on a envie de se déconnecter de la réalité. Et en fait, je crois qu'on arrive là-bas avec toutes ces étoiles en disant « Oh, c'est trop bien, c'est un autre monde. En fait, je vais pouvoir vivre autre chose. » Et quand on arrive là-bas, en fait, on n'a pas envie de revivre les mêmes choses qu'on vit déjà dehors, quoi. Et je crois que du coup, ce mur de désillusion, il est d'autant plus difficile qu'en fait, on n'est pas là pour ça, quoi. On a vraiment envie de jouer, en fait. On a vraiment envie de vivre un autre moment, de faire une parenthèse. Parlant de parenthèse, ici, donc déjà, j'ai Camille Fate, qui demande si on peut avoir le lien du groupe LARP Women Unite. Je ne sais pas s'il est ouvert, s'il est privé. Il faut... Donc sur Facebook, il faut chercher LARP Women Unite, et alors c'est -France ou -FR, je ne sais plus exactement. Les temps de délai pour adhérer à ce groupe sont relativement longs, parce que les admins acceptent que tous les quelques mois. Mais voilà, il existe encore. Sinon, il y a aussi le groupe Eve prend les armes en Belgique, le groupe de la communauté Glaive, donc c'est aussi un groupe non mixte de femmes qui font du GN. Mais vraiment basé sur la Belgique. Et alors, sinon, j'ai une question qui dit, et du coup, qu'est-ce que vous pensez du système de Red Flag et compagnie annoncé par Avatar en tant que femme ? Clairement. On peut... moi, je trouve ça super bien. Ouais, à fond, clairement. Et après, c'est vrai que moi, je me souviens, j'ai déjà eu cette peur de mettre quelqu'un en Red Flag. Il y a ce côté... de le dire, de devoir me justifier, de me dire tu vas expliquer pourquoi. Voilà. Et puis le principe de Red Flag, c'est que tu dois pas justifier. Mais c'est vrai aussi, moi, ce qui m'est déjà arrivé, c'est typiquement ça, quand t'as des orgas qui organisent un GN et qui proposent ça dans leur formulaire, et qu'en fait tu te rends compte que la personne que tu voudrais mettre en Red Flag, c'est une personne qui est super pote de ces orgas-là, c'est chaud, quoi. Et tu te dis, ok, je vais peut-être pas le mettre, parce que sinon, je serais peut-être pas dans le GN, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire ça, ou même de se dire... En fait, on va privilégier peut-être aussi... tu vois, on va peut-être m'enlever du jeu parce que je suis moins importante. Il y a aussi ça, aussi de dire, en fait, si je dis... Voilà, je veux pas jouer avec telle ou telle personne, et qu'en fait telle ou telle personne est importante dans le jeu, mais en fait je vais me priver moi aussi d'un certain jeu que je pourrais avoir parce que cette personne, je la considère pas comme safe pour moi, quoi. Ouais, et donc est-ce que j'ai envie ou pas ouais, c'est ça en fait. Est-ce que j'ai envie de me retirer du jeu ? Enfin, est-ce que j'ai envie de ne pas pouvoir faire ce jeu de ce GN ? Qu'est-ce que je suis d'accord de sacrifier en fait ? Exactement ça. Et ça revient aussi avec cet été, je crois que c'est cette année qu'il y avait le hashtag Demain il n'y a pas GN. C'est au moment où il y avait un peu cette reprise, un peu post-Covid, on se disait peut-être qu'on va bientôt pouvoir avoir des GN. Et du coup, c'est une Liégeoise, quelqu'un à Liège, je sais plus exactement. Enfin, ça avait été lancé en Belgique en tout cas, qui a mis le hashtag Demain il n'y a pas GN pour dire, mais en fait, à un moment donné, on est... Ah oui, c'est Steph. Ok. Je sais pas. Enfin, d'accord. Je clarifie en commentaire. Mais pour dire, en fait, à un moment donné, il y a tellement de contraintes à sa sécurité, ou à dire, là, il y a mon violeur, là, il y a quelqu'un qui a agressé, là, il y a quelqu'un dont je sais qu'il est passé, etc. En fait, à un moment donné, il n'y a pas moyen de jouer. De jouer, en fait. Quels sont les espaces où on peut encore aller ? Donc, sur le système de flag, c'est
on pourra en discuter pendant des heures, d'ailleurs on peut peut-être le faire. Je pense que ça ferait un très bon sujet pour un prochain Place Sauveuse. C'est un sujet en soi, en fait, et si on ouvre là-dedans, on n'aura pas le temps de rentrer dans ce qui, quand même, encore nous occupe. Mais du coup, ça me fait penser à justement un conseil que je donnerais, c'est justement ne pas hésiter à mettre ce red flag, ne pas hésiter à assumer en fait ce red flag et se dire si pour nous on considère que c'est vraiment un red flag ou un yellow flag ou peu importe, de le mettre, peu importe les conséquences que ça pourrait avoir sur notre adhésion au GN ou sur l'expérience en GN, parce que de toute façon, si on ne peut pas assumer ce red flag dans cet orga qui propose ça, c'est que du coup, peut-être qu'on ne devrait pas aller dans ce GN. Voilà, il y a toute... Et peut-être même que si plusieurs personnes arrivent à assumer, c'est compliqué, mais si plusieurs personnes arrivent à assumer et à dire, au final, ça changera peut-être aussi plus les choses. On arrivera peut-être à avoir plus de poids sur certaines personnes ou certains faits. Et à faire changer les lignes, bouger les lignes. Bouger les lignes, Je vais clôturer une anecdote et puis je propose de faire une petite pause, comme ça on a l'occasion de respirer un peu avant d'entamer la suite des discussions. Mais qu'est-ce que je voulais raconter ? Du coup, donc je pense à cette amie qui voulait commencer le GN. Donc je me sentais très dragonne. Je l'ai rajoutée sur ce groupe dans lequel il y avait 1 milliard de témoignages super trash sur ça veut dire quoi être une meuf et faire du GN. Donc déjà j'avais ce genre de reality check de genre sache que si tu mets les pieds là-dedans c'est super, mais il y a tout ça. Elle s'était retrouvée du coup dans un maslard dans lequel je m'étais assurée qu'elle arrive dans une faction où je connaissais un peu les gens, avec des gens dans lesquels je faisais confiance. J'avais prévenu les gens autour que genre elle était nouvelle. Il fallait lui donner, fallait faire attention à ce qu'elle se retrouve pas justement toute seule, un peu comme tu disais, ou en tout cas pas dans des mauvais. Voilà. Et je crois qu'il y a des groupes dont on identifie plus facilement que c'est plus safe pour des jeunes personnes de commencer que d'autres. Et il se trouve qu'elle avait trouvé un jeu. Un super jeu, qu'elle avait vraiment s'était retrouvée à fond et elle était très très contente, et pendant 2 ans elle avait vraiment vécu cette idylle de GN, de se dire j'ai trouvé du roleplay, je me suis amusée, et vraiment elle a trouvé plein de petits scénarios un peu cachés, etc. Et un jour et alors je me demande si je suis pas en train de mélanger 2 histoires, mais pour la beauté de l'anecdote je vais les mélanger. Donc ça c'est ce que j'ai fait pour cette amie qui commençait le GN, mais un jour une autre amie, peut-être, je sais pas, mais je vais assumer juste ce stade, entend genre à la PN ou dans un endroit où des rôlistes parlent, genre elle passe à côté et elle entend une conversation avec des gens qui parlent d'elle, et qui parlent de quand elle a commencé à jouer dans leur groupe ou avec leur groupe. Clairement ils crushaient sur elle et ils voulaient ils lui ont donné du jeu parce que parce que potentiellement parce qu'il y avait du potentiel, parce que et en fait ça a été vraiment un gros coup de tomber là-dedans, d'entendre ça et d'avoir cette déception de dire en fait je suis pas c'est pas mon roleplay qui m'a offert mon jeu. C'est pas mes compétences. Mes compétences, c'est pas mes capacités de faire la fouine, d'avoir des portes ouvertes, etc. En fait, si j'ai du jeu dans un maslarp, c'est parce que je suis une gonzesse et que les gens veulent mon cul. Et quand elle a réalisé ça, clairement, ça fout un coup à l'ego quand même, à se dire en fait, je croyais que j'étais une bonne rôliste, et en fait, non, je suis une meuf, j'ai des seins. Et aussi, du coup, un coup dans la confiance envers la communauté, quoi, d'être là en mode, en fait, je croyais que c'était une communauté où moi je pouvais vivre des aventures et tout, et en fait, même quand j'ai l'impression de vivre des aventures, même quand ça se passe bien, en fait, il y a ce cadavre dans la pièce, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, il y a ce truc. Donc voilà, ça c'était une anecdote qui, en tout cas, avait, je trouve, visibilisait aussi un peu qu'est-ce que ça fait de commencer. Et je propose qu'on fasse une petite pause avant de continuer sur justement la question de comment est-ce qu'on trouve notre jeu, comment est-ce qu'on sort de ce sentiment d'être là en tant que meuf, c'est-à-dire en tant que proie, en tant que bout de viande, en tant que quelque chose qu'on peut draguer, et de pouvoir prendre sa place et ses aises en se disant en fait moi je fais du jeu de rôle, je m'amuse, et j'ai trouvé des manières de m'extraire de ce genre de dynamique.
Donc voilà, on reparlera de ça après la pause. Et si entre-temps, la conversation sur Twitch a des questions, des remarques, des anecdotes à partager peut-être, n'hésitez pas à profiter de la pause pour ça, comme ça on les écoutera dans quelques minutes. Rebonjour, bienvenue parmi nous pour cette dernière partie d'émission. On espère que vous avez bien profité de votre pause pour faire tout ce dont vous avez besoin de faire pendant une pause, sans détail. Et comme annoncé juste avant qu'on s'arrête pendant quelques minutes, comment est-ce qu'on peut trouver notre jeu ? Comment est-ce qu'on peut sortir de ces carcans qui sont un peu enfermants, d'être une proie, un bout de viande, quelqu'un qui n'a pas les codes, pour devenir quelque part une rôliste qui a sa place et qui peut offrir son plein potentiel aussi de jeu de rôle. Parce que on le mentionnait rapidement pendant la pause, parce que nous on s'est pas arrêté. Ce TITO qui existe en MassLARP fait que finalement ça nous empêche de faire du roleplay, parce que tout ce que fait notre personnage, on devrait pouvoir l'assumer time out. Et du coup, vu que tout le monde est un peu à la fois essayer de se rapprocher, à la fois essayer d'offrir du jeu, à la fois essayer de gagner des points auprès de la personne, moi je me suis retrouvée dans une situation où je ne pouvais plus faire de jeu de rôle, je ne pouvais plus jouer un personnage, parce que tout ce que je faisais, je devais pouvoir l'assumer time out. Et en fait ça a failli me faire arrêter aussi, parce que j'ai cru que je pouvais plus jouer de personnage, jusqu'à ce que je me retrouve avec des partenaires de jeu qui jouent, qui soient TI, et qui retirent cette ambiguïté TITO, qui m'ont moi permis de jouer d'autres trucs. Mais donc voilà, comment sortir de ça et comment trouver notre jeu. Et j'aimerais bien relancer sur ce que tu disais, Delphine, parce que toi, tu as commencé toute seule. Et tu as commencé ton histoire en disant « J'ai eu la chance de commencer toute seule parce que grâce à ça, j'ai pu accéder à du jeu, j'ai pu rencontrer des gens, trouver du jeu, etc. » Et puis quand on te demande qu'est-ce que tu déconseillerais à quelqu'un qui commence le GN, tu dis surtout ne sois jamais seul. Alors du coup, comment est-ce qu'on trouve notre jeu ? Mais je suis très contradictoire, donc ça fait partie de moi. Okay. Non, parce que j'ai bien aimé commencer seule, parce que ça m'a donné du jeu, mais c'est vrai que ça m'a aussi amené quelques bricoles, et donc j'aimerais éviter aux autres les bricoles. Répète ta question. Est-ce que c'est une bonne chose de commencer seule ? Ou pas. Alors oui, il y a les bricoles, mais finalement, ça t'a permis, toi, de construire ton propre jeu. Oui, je pense que c'est une bonne chose parce que ça te permet d'aller plus vite, faire des rencontres. Je pense que quand tu es dans un groupe de potes, je crois que tu es vite enfermé dans un groupe de potes. Alors moi, j'ai eu quelque chose d'un peu particulier dans mon parcours parce que, en fait, je suis sortie avec quelqu'un qui était plus ou moins important. Enfin, je ne sais pas si on peut dire important. Mais bon, il avait... en gros, co-créé une faction dans le fameux jeu Avatar. Et comme il avait été chef de faction, machin, tout ça, enfin bref. En gros, il était plus important que... Il était connu, en tout cas. Ouais, un peu connu. Tout est subjectif, évidemment. Dans la cour de récré qui était Avatar. Moins que Sandre. Mais, dans la cour de récré qui était Avatar, voilà. il avait son coin. Et c'est vrai que cette place-là, elle était super différente. Et j'ai vraiment senti le switch. Entre je joue toute seule et j'arrive à créer mon jeu. Et finalement, en fait, j'étais dans un jeu peut-être un peu parallèle. Comme j'aime bien dire, j'allais brûler des camps et je faisais garde du corps. Mais en fait, ça me faisait bien marrer. Et j'allais capturer des gens et c'était un jeu assez parallèle. Et c'est vrai que quand je suis sortie avec lui, j'ai eu accès à un autre jeu. Scénario. Le scénario, exactement. Je ne sais pas forcément si c'est parce que je suis sortie avec lui ou si c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais acquis des compétences de dingue. J'aime espérer que c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais acquis des compétences de dingue, mais je suis aussi lucide sur le fait que je me rends compte qu'il a quand même probablement joué un impact. Et c'est vrai que je pense que c'est deux manières d'entrer différemment dans le GN. Je crois qu'il y a eu aussi les compétences de combat, puisque comme June, j'ai commencé aussi à faire de l'escrime ludique. Et donc, j'ai vu aussi cette porte-là. Et j'ai vu aussi qu'en fait, quand tu sais te battre, tu as du jeu, parce que c'est quand même une partie importante du GN, de savoir se battre, et que quand tu fais un peu d'escrime ludique, tu te bats très vite mieux que la plupart des gens dans les MassLARP. Qui sortent leur épée une fois par an. Voilà, exactement. Donc, c'est pas très difficile de bien se battre sur un MassLARP. Voilà. Et donc, tout s'est un peu mis en parallèle dans mon parcours, donc j'ai des portes d'entrée différentes. Et je crois qu'il y a vraiment ces portes d'entrée-là, et je crois que ça t'amène à un jeu différent. Je pense que si tu sais te battre, tu as un jeu, on va te donner plus un jeu de combat. Tu vas plus être dans des jeux où tu vas faire des champs de bataille, tu vas protéger des gens, tu vas plus être là-dedans.
c'est clair que si tu fais toi-même ton jeu, bah voilà, moi j'ai eu l'expérience de me dire, bah t'es plus dans des jeux parallèles, dans des sous-intrigues créées par des petites factions ou des gens qui se disent, ouais, eux ils nous ont tapés, on va les brûler leur camp, ouais. Et en même temps, ça me faisait marrer, donc voilà, mais plus de ce type de scénario-là, ou du style, il faut aller chercher la potion pour soigner un tel qui a eu telle maladie. Et en fait, ça, c'est du scénario inventé par les joueurs, même si je ne sais pas si c'est le bon terme. Et puis, j'ai aussi vu que, en fait, le vrai... En fait, j'ai appris que Avatar avait un vrai scénario. Comme beaucoup de gens à l'époque. Voilà. J'ai appris, je fais, mais attends, en fait, il y a un vrai scénario. Incroyable. Et je ne le savais pas avant, mais peut-être parce que je n'étais pas assez investie, peut-être parce que... Désolée. Parce que j'étais pas assez investie, parce que mon jeu, la manière dont j'étais entrée, c'était comme par les jeux parallèles, donc les sous-intrigues. Et en même temps, ça crée une genre de hiérarchie entre les gens qui sont dans le vrai scénario, qui sont les gens qui savent, qui jouent vraiment à Avatar, et puis t'as les autres. Et donc les vrais, et en fait, et ça c'est vrai que c'est un vrai sujet aussi. À l'époque, Avatar, c'était particulièrement présent. Ce truc de t'as 10 chefs de faction qui comprennent un peu ce qui se passe d'un point de vue scénaristique général, et t'as dans chaque faction 50 pays qui se touchent et qui sont au courant de rien et qui font des petites intrigues entre eux parce qu'ils ont que ça à faire, et du coup ça crée une hiérarchie entre eux, et je crois que c'est vrai pour en fait vos deux copains de l'époque, mais qui encore ton mari, de dire c'était des gens qui étaient reconnus parce qu'ils étaient dans du vrai scénar, ils étaient connectés à quelque chose qui se passait vraiment, donc plus légitimes, donc ils avaient plus de clés pour dire non mais moi je sais ce qui se passe, et finalement ça a un peu ils étaient connus quoi. Mais connus, mais surtout leur jeu avait une légitimité, alors que toi tu t'es trouvé plein de jeux en allant brûler des trucs, machin, et en fait... Et c'était très chouette. Ça, c'est le jeu quand même d'une majorité des gens dans des Maslarp en général. Y a pas de raison. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison que ce jeu soit moins légitime. Surtout que généralement, les personnes qui font partie des 25 personnes qui comprennent ce qui se passe d'un point de vue scénaristique sont là parce que soit ils ont été castés comme PNJ, soit ils font partie d'une toute petite poignée de gens qui... soit c'est des potes de potes. Soit c'est des potes de potes. Soit c'est la copine de... Et mais c'est vrai. Et en fait, pour être reconnu comme un genre de rôliste qui sait ce qu'il fait et qui est légitime à sa place, il y a des lieux où il faut être, quoi. Mais c'est vrai que c'est comme s'il y avait une hiérarchie ou une importance, quoi. Mais du coup, cette hiérarchie me fait aussi... je m'éloigne du sujet, donc on va pas... Voilà, mais ça me fait aussi penser à cette hiérarchie de type de GN. Parce que c'est un peu ce côté, les Maslarp, le machin, c'est des petits GN pour des petits pecnos, machin... Et t'as aussi, dès que tu rentres dans le jeu à émotion, etc., tu dis, t'as l'impression de jouer dans la cour des grands, t'as l'impression de hiérarchiser ce truc et de se dire, non, mais en fait, là, je suis chez les grands, quoi. Et t'as l'impression d'être moi, je suis une vraie rôliste. Plus légitime, voilà, c'est ça. Et c'est complètement con, hein, on est bien d'accord. Voilà, il faut pas hiérarchiser comme ça, il faut pas... Voilà, mais dans les faits, on le fait. Mais dans les faits, on le fait, et c'est là, clairement. C'est inconscient, quoi. Ouais. C'est inconscient, et en même temps, je trouve qu'il se joue un vrai truc dans la manière de pouvoir prouver sa légitimité. Moi, je l'ai très fort ressenti, et pas consciemment, mais... devoir prouver que tu avais ta place, en fait. Mais oui, c'est ça. Parce que moi, en fait, pendant tout un moment, j'ai joué... moi, mon truc, c'était genre tavernière, quelque chose. Moi, j'étais aide artisan. Donc, mon seul rôle, c'était de faire de la com et la pub pour cet artisan. Et donc, en fait, je faisais du roleplay juste pour inviter... Enfin, je sais pas, je faisais du bullshit autour de l'artisanat, mais en fait, moi, j'étais la personne dans Maslarp qui sert à rien, qui touche rien, qui est juste là pour faire des rôles d'ambiance, et je rencontrais un milliard de gens. Est-ce que tu jouais déjà du tambour à ce moment-là ? Pas encore. Mais du coup, j'avais un jeu, et moi, je m'éclatais en Maslarp. Vraiment, je m'éclatais, mais je servais à rien. Vraiment, dans aucun... Et en fait, je sentais qu'en termes de pyramide sociale, j'étais quand même plus ou moins toujours le bout de viande. Et que accéder à d'autres espaces de roleplay ou accéder à d'autres espaces de légitimité au sein de la communauté, que ce soit time in ou time out, m'a donné après la légitimité que quand je viens en Maslarp, on me reconnaît comme... Alors que je fais le même bullshit. Mais on connaît ton nom. Mais tout d'un coup, on dit oui, non, mais toi, t'es une vraie rôliste. Alors que tu vois, avant. Mais clairement, j'ai eu ça aussi quand j'ai commencé à passer justement à cette étape de performance de roleplay. Et c'est ça aussi où j'ai senti que j'avais une certaine légitimité, que j'accédais à une certaine place dans le milieu du GN. C'est quand effectivement, je commençais à être
connu, reconnu d'une certaine partie de la communauté et que du coup, on me castait pour des rôles et voilà. Et ça, c'est sûr que ça a fait gonfler l'ego. Et du coup, en parlant, ça me fait penser à autre chose parce qu'on parle beaucoup depuis le début de la place en tant que bout de viande, entre guillemets, en tant que femme. Mais il y a aussi comment sortir des rôles typés féminins. Comment avoir des rôles à responsabilité, des rôles qui clairement seraient donnés à des mecs ou seraient... ou à des gens qui ont fait leurs preuves. Oui, c'est sûr. Mais t'as aussi sortir, comment jouer quelque chose d'autre qu'un rôle de meuf en GN, le typique soigneuse. Ni plus ni soigneuse, ouais. Voilà, c'est ça. Et oui, ça aussi, ça doit rentrer dans le questionnement et pas juste se dire que... Parce que je crois que quand tu es une nouvelle joueuse et que tu joues autre chose que ces rôles stéréotypés-là, ou les rôles qu'on veut bien t'accorder, quelque part, je crois que tu te mets face à des dénis de jeu, mais à la pelleteuse, quoi. Wow, donc, oui, si on... Et enfin, moi, j'ai une grande... et je l'ai peut-être déjà dit sur l'émission, mais moi, j'ai un grand scepticisme par rapport à la manière dont on propulse des nouvelles chefs de groupe et tout, en disant on a envie de les propulser, de leur mettre dans des rôles à responsabilité, justement pour casser ce côté stéréotypé de jouer un personnage pas important. Parce que je crois que c'est très destructeur aussi, la manière dont on les propulse et on leur apprend finalement qu'elles ne sont pas capables de tenir ces rôles. Ouais. Et en fait, quand elles tiennent ces rôles-là, on leur fait des dénis de jeu, mais tout le temps. Et donc, finalement, elles ne sont pas capables non plus de jouer leur personnage parce qu'on ne leur autorise pas. Et c'est usant. Et ça, quand tu as fait tes preuves ailleurs, ça t'arrive beaucoup moins. C'est vrai. Ouais. C'est quoi les stratégies pour faire ces preuves ? Ou c'est quoi les lieux dans lesquels on peut faire ses preuves quand on est une nouvelle rôliste ? Qu'on débarque et qu'on a envie d'être prise au sérieux, je sais pas. Moi, je crois que mes preuves, je les ai fait au combat. C'est tout. Mais moi, ça a été dans le roleplay. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre Non, si, je crois que dans le roleplay, tu peux... Mais je crois qu'il faut vraiment avoir une grande gueule, quoi. Oui, oui. Je crois qu'il faut vraiment assurer... Et je crois vraiment qu'en roleplay, en tout cas, quand t'es une meuf, t'as pas le droit à la moindre erreur. Ouais, clairement. Et tu dois être logique dans tout. Enfin, c'est pour ça que je dis, c'est énergivore, en fait. C'est ça l'énergie, c'est que tu ne... T'as pas de place à l'erreur, en fait, parce que toute erreur va être pointée, quoi. Et aussi, donc tu dois te faire tes preuves dans le roleplay, mais pas n'importe quel roleplay. Quand tu dis la grande gueule, les rôles à émotion, pouvoir péter des câbles, prendre la place. Et moi, il y a des rôles comme ça que j'ai eu l'impression qui m'étaient accessibles. Je pense il y a ça avec les acteurs aussi, les acteurs, les actrices, qui, au début de leur carrière, dans Hollywood ou quoi, ils doivent vraiment choisir les rôles qu'ils acceptent parce que les rôles qu'ils vont prendre vont déterminer quel type d'acteur tu vas être et quel type de rôle on va te donner. Et une fois que tu as été casté dans un truc, c'est compliqué de te créer une place sortir de ça. Et moi, je trouve que dans le milieu du GN, c'est très très vrai. Et moi, j'ai senti quand j'étais assez jeune, on m'avait aussi proposé du coup à Wild Dust d'ailleurs de jouer une prostituée. Et moi, je me sentais pas capable, pas dans un truc de jouer le roleplay, parce qu'en fait, mettre un corset et faire le roleplay, en fait, je trouvais ça fun. J'avais envie de le jouer, j'aurais pu le jouer, j'avais pas de... C'est pas que le jeu m'intéressait pas, c'est que je me suis dit, si je joue ça maintenant, j'arriverai pas à en sortir. Ouais. Le prix à payer pour jouer ce rôle-là maintenant, au début de ma carrière, ça va me donner une place ou des relations dans la communauté dont je vais pas pouvoir me dépatouiller. Et finalement, j'ai joué beaucoup d'autres rôles en évitant toujours des rôles qui étaient trop sexualisés parce que moi, je me sentais pas capable de gérer ce que ça créerait Time Out. Et du coup, je me suis beaucoup démarquée par l'escrime ludique, par les responsabilités que je prenais Time Out. Je crois que, franchement, être admin d'une ASBL, être impliqué de manière bénévole dans des espaces Time Out qui font que les gens te connaissent, que tu acquiers des connaissances, des groupes sociaux avec des gens qui, je sais pas, qui sont aux endroits du milieu du GN, qui sont légitimes, qui ont leur place, qui se renforcent les uns les autres. Mais ça demande une certaine personnalité. Alors ça demande une personnalité, effectivement. Donc Time Out de prendre ces responsabilités-là. Ça demande de l'énergie aussi. Ça demande de l'énergie. Ouais. Après, je crois que typiquement, être la copine de quelqu'un qui s'implique beaucoup, ça marche aussi. C'est easy. Mais oui, c'est pas easy. Non, mais non.
Alors conseil en fait, je l'avais planifié dans mon agenda. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en effet, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus accessible. Je parle comme si on le cherche, c'est pas le cas, mais en effet, le fait de se retrouver copine de quelqu'un, ben, ça te facilite vachement tout, en fait. Parce que tu vas être invité au barbecue, aux anniversaires, avec les orgas d'Avatar, du coup, tu vas leur parler Time Out, du coup, ils vont te connaître Time Out, du coup, tu vas comprendre comment ça se passe, le milieu, tu vas savoir c'est quoi les endroits où il faut être ou pas, et c'est même pas une question de stratégiquement investir ça, mais c'est une question de... Je crois qu'à posteriori, quand je regarde des femmes qui sont aujourd'hui encore là, ne serait-ce que ça, elles ont eu accès à des espaces affinitaires, hors jeu, avec des groupes qui étaient établis, qui étaient de gens qui étaient à l'aise, qui faisaient du jeu de rôle, etc. C'est marrant. Et c'est pas une question de devoir investir ces espaces-là, forcément, mais on remarque qu'avoir accès à ces espaces dans lesquels on est légitimé dans les groupes affinitaires hors jeu, eh bien en fait ça fait toute une différence, quoi. Oui. J'ai pas eu le sentiment, moi, que c'était plus facile, que c'était easy. Ouais. Non, vraiment pas. Mais parce qu'en fait, après, mon expérience est différente. J'ai pas été très vite la copine d'eux, mais un peu plus tard. Et j'ai l'impression justement que ça a transformé l'expérience de jeu et que j'étais plus reconnue pour moi en tant que joueuse, mais que j'étais reconnue pour la copine d'eux et que... Et en fait, je sais pas si c'est plus easy. Je crois que t'as accès à plus vite de jeux vrai scénario, comme on a pu en parler, même si je mets des gros guillemets parce que voilà. Donc je crois que t'as accès à autre chose, ça c'est clair. T'as accès au barbecue, t'as accès, il y a encore. Mais le mien était pas très sociable. Mais pardon. Mais je crois aussi que du coup, tu es plus reconnue toi en tant que joueuse. Et moi, ça, je trouvais ça très difficile à vivre. Ouais. Parce que je trouvais que justement, avant, j'avais réussi à avoir une place. Et en fait, j'avais ma petite place, quoi. J'étais sergent, c'est pas non plus une grosse place, mais je l'avais eu par moi-même et je la devais à personne, quoi. Et puis quand, en fait, je suis devenue la copine d'eux et qu'en fait, tu débarques dans un interlive et qu'en fait, on te dit... on s'arrête, tu vois. Il y a quelqu'un qui s'arrête et qui dit « Attends, t'es la copine Attends, je vais chercher des gens pour te présenter. » Et en fait, quand ça t'arrive et qu'on te présente comme... Et on te dit « Ah, je vous présente la copine de... » En vrai, moi, ça m'a fait... En fait, ça m'a fait vraiment un gros coup, quoi. Je me suis dit « Attends, c'est une blague, quoi. J'ai plus de prénom. » Ouais, mais clairement. En fait, je suis devenue la copine de Guillaume, quoi. Pardon, excusez-moi, je savais pas qu'en fait, moi, c'était Delphine, la copine de Guillaume. Excusez-moi, je pensais en fait que j'avais une vraie personnalité, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup affectée, quoi. Mais c'est vrai que pour toi, il y a eu ça. C'est vrai que moi, j'ai commencé comme ça, donc c'était un moyen plus facile de mettre les pieds dedans. Mais c'est sûr que ça, c'était un truc que je disais tout le temps, c'est je suis la copine d'eux. Et c'est ça aussi tout à l'heure que je disais, le fait d'entendre quelqu'un dire « Ah, en fait, machin, c'est le copain de June. Oh, mon Dieu, ça y est, je suis reconnue comme quelqu'un d'autre que la copine de... » Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que pour rebondir là-dessus, Wild Dust, quand je l'ai fait toute seule avec une de mes meilleures potes. Mais en effet, je connaissais personne à part elle. Et résultat, je suis devenue orga. Donc ça, c'est vraiment... Ça t'amène une autre dimension de jeu, quoi, je crois. Ouais, et puis effectivement, c'est vrai que j'ai vécu aussi au travers de ça, le fait de connaître personne et donc de toi-même aller vers les gens et de te faire connaître. Mais en fait, c'est terrible, ce la copine d'heure. Parce que June, moi, je t'ai connue comme ça. Bah quoi. oui, mais tout le monde m'a connue comme ça. Mais tout le monde m'a non, mais c'est super triste. C'est vrai. C'est vraiment triste parce que je trouve que ça te dépersonnalise. Quoi. Complètement. Vraiment. Ouais. Juste mini parenthèse, j'ai Sable Cinabre ici qui dit été sociable, je le suis pas plus maintenant. Qui ça? Guillaume en l'occurrence. On sait donc qui est Sable Cinabre. Pardon. Ouais. Mais donc c'est marrant parce que juste en parlant d'être la copine d'eux, on a vu à la fois les avantages que ça procurait, c'est-à-dire qu'en fait ça permet d'avoir les codes d'une communauté, ça permet de savoir... ça t'amène à un autre jeu. Ça t'amène aussi à éventuellement rencontrer des gens qui sont suffisamment impliqués et à leur place chez eux dans la communauté pour que ces personnes-là puissent te montrer un peu qu'est-ce qui va te plaire, etc. Donc ça donne des accès. Et en même temps, le prix à payer, c'est que du coup, ça t'enferme dans cette catégorie-là.
Et c'est terrible parce qu'après, t'en sors plus. Enfin, pardon. T'en sors pas facilement. T'en sors vraiment pas facilement, quoi. C'est vrai que, en fait, même moi, je t'associe encore à Quentin. Je suis désolée. Mais en même temps, on se côtoie pas plus que ça. Donc, non, mais c'est horrible. En fait, je devrais pas. Ouais, mais en même temps, je veux dire, moi, j'ai réussi. En plus, c'est pas cool pour Lucille non plus. Place, en plus, mais j'ai réussi quand même à me faire ma place avant. Et je pense que si c'est parce que tu m'associes encore à ça, c'est parce que parce qu'on n'a jamais joué, c'est vrai. Comme ça, oui, c'est vrai. Tu vois, et après, on n'a plus vraiment gardé contact. Non, c'est que tu n'as pas pu te dissocier de cette image. Ouais. Donc, oui, et puis comme tu disais, t'as arrêté le GN un peu avant, avant Covid, etc. Donc, il y a des choses qui... Mais comme quoi, ça reste, quoi. Ah non, ça reste à fond, comme quoi, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui reste ancré comme dans ma catégorie, je l'ai classé, quoi. Ouais. Et en fait, pourtant, je suis féministe. Oui, on se soigne, tout et tout. Mais alors, c'est intéressant parce que le jour où tu redeviens célibataire, du coup, alors tu gardes les accès que tu as eu à des groupes affinitaires pour comprendre c'est quoi leur code, c'est les gens que tu as côtoyés un peu parce que c'était les potes de copains ou quoi, mais tu redeviens un bout de viande sur le marché, quoi. Exactement. Voilà, un bout de viande avec une identité propre maintenant, mais apprendre voilà, c'est ça. Et non, mais c'est vrai que c'est terrible, ce truc d'être célibataire en tant que femme dans le milieu du GN. Et c'est vrai que l'anecdote que tu racontais tout à l'heure, justement, avec ta pote, ça vient justement donner un exemple concret sur cette peur que je mentionnais, de se dire, OK, est-ce que si les mecs sont gentils avec moi, est-ce que c'est parce qu'ils me trouvent vraiment sympa et parce qu'ils me considèrent vraiment comme une amie, ou parce qu'en fait, ils ont envie de me pécho Et ça, du coup, effectivement, tu viens avec un exemple concret. Et encore une fois, c'est horrible pour tout le monde de penser ça. C'est horrible pour les mecs, pour nous, etc. Et alors qu'en vrai, moi, je sais très bien, j'en ai des potes avec qui je sais que c'est juste une vraie amitié. Donc, ça existe. Mais encore une fois, c'est le côté habitude, éducation qui fait que tu as tellement l'habitude d'être une proie que tu peux pas t'empêcher de te poser la question, en fait. Ouais. Moi, j'ai une anecdote quand même marrante à raconter dans le même genre, parce que comme mini parenthèse, puisque par rapport au côté triste, j'ai de nouveau Sable Cinabre qui dit, et sinon pour donner le côté pile de la pièce, je trouve ça doublement triste, le côté copine 2 et le fait que Delphine n'arrive même pas à se dire que son jeu était légitime. On était sur deux pans différents du scénario sur ce dont elle parle. Donc effectivement, une sorte de double peine. Non, c'est clair. Mais ouais, du coup, on parlait de quand on est nouvelle, on n'a pas les codes, on découvre. Et en fait, les gens qui font déjà du GN face à quelqu'un qui débute, ils ont plein de points de légitimité. Et pas seulement le point de légitimité, mais aussi la possibilité de te montrer, de t'expliquer, de te montrer c'est quoi les endroits où tu peux aller, etc. Et bref, de te donner un peu les codes. Et ça, je crois que ça donne l'occasion d'apparaître comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui est important et tout ça. Et donc, c'est quand quelqu'un qui est déjà installé dans la communauté rencontre une nouvelle, il va pas forcément faire exprès, mais il va apparaître sous son meilleur jour quelque part. Parce que la nouvelle, elle a pas les codes, elle découvre, elle est intéressée qu'on lui montre tous les endroits où il faut absolument traîner. Et du coup, voilà. C'est ça qui fait qu'on se retrouve dans des tavernes à découvrir le roleplay et d'avoir plein de petites missions. Enfin, moi, j'ai trouvé plein de jeux dans des tavernes, juste en traînant dans des endroits où on m'avait emmené. Bizarre, je croise des gens dans la rue, ils m'emmenaient dans des tavernes, c'était chouette. Tout le monde était extrêmement gentil. Et du coup, l'anecdote, c'était que donc j'ai découvert le GN comme ça, et en fait, au bout de plusieurs années, au bout d'un investissement time-out aussi, j'ai compris les codes du GN, je me suis fait un peu ma place dans la communauté, j'ai fait du GN international, j'étais admin à Billarp, je suis allée au Knutpunkt, donc à la convention internationale de GN nordique. J'ai théorisé un peu le GN et tout, donc en fait je commençais à quand même être pas mal chez moi et à pas mal maîtriser les codes. Et il se trouve que j'étais staff à la Riddle of Steel, du coup les gens en escrime ludique ils voyaient aussi plus ou moins qui j'étais, donc dans toutes les poches dans lesquelles je jouais, les gens me connaissaient. Et du coup les gens me reconnaissaient un peu légitime dans ce que je faisais. Et un jour j'ai fait un GN en Flandre, avec du coup presque 100% de communauté que je connaissais pas, qui me connaissait pas, on jouait pas ensemble, ça. Et je me suis retrouvée la nouvelle, qu'on connaît pas, qui est une fille, qui est encore probablement assez potable au moment du jeu, surtout que voilà.
Et je me suis retrouvée face à des gars dans cette communauté qui me déroulaient leur CV, quoi. C'était incroyable, vraiment. Et vraiment, ils me parlaient comme si ils pouvaient m'expliquer la vie. Ouais. Genre, oui, tu sais, mais moi, je possède tel nom de domaine dans le milieu du GN. Tu sais, moi, je fais partie de telle grande association flamande du GN. Tu sais, moi, j'ai déjà fait un GN à l'international. Je peux te montrer, tout ça. Et j'étais frappée de voir à quel point ce genre de discours, je l'avais vécu quand moi, j'ai commencé. Sauf qu'à ce stade-là de ma vie, en fait, j'étais plus complètement paumée. Et j'avais envie de leur répondre, mec, les codes, je les ai, quoi. Oui. Genre moi aussi j'ai un CV. Ouais, moi aussi j'ai un CV et je vais pas te le dérouler parce que j'ai pas besoin. Pourquoi tu me déroules ton CV ? Enfin, et vraiment j'ai vu ce mécanisme et sans tes paillettes et sans mes paillettes, sans mes trucs, parce qu'en fait à ce stade-là, voilà, le GN je connaissais et je me suis dit mais c'est tellement vicieux parce que quand tu commences dans une communauté dans laquelle tu cherches les codes, dans lesquels et en fait ce genre de truc, je crois pas que, enfin. Je dirais pas que les mecs font pas exprès, parce que franchement, dérouler ton CV et aller voir la nouvelle en disant, tu sais, moi, je possède tel nom de domaine. Moi, je serais vraiment curieuse de savoir l'expérience d'un mec qui commence en GN. Dans le sens où, est-ce que... Parce que voilà... Est-ce qu'il vit la même chose ? Est-ce qu'il y a des mecs qui vont lui dire, j'ai un domaine, nom de domaine ? Mais alors, ça, je pense que probablement moins. Ça rejoint ce que vient de dire OMEP dans le chat, qui dit ce serait intéressant de savoir... Si le copain des femmes leaders est reconnu dans le GN sont aussi introduits plus facilement dans le milieu, est-ce une question de genre ou juste que la solarité de certaines joueuses rayonne sur son entourage ? Après, comme je disais, le milieu du GN restant majoritairement masculin, c'est compliqué. La question du genre est quand même là, mais on est d'accord qu'après, pour quelqu'un qui débute le GN, homme ou femme, il y a probablement des choses qui se répètent aussi, enfin qui se retrouvent. Ouais, mais justement, moi, après, c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'entendre, pour voir si mon a priori est juste ou pas. J'ai l'impression que, de base, dans la société, de manière générale, dans laquelle on vit, on a plus tendance à, quand on voit une meuf, la prendre par la main et lui expliquer la vie. Et donc, du coup, et de considérer qu'en fait... Entre meufs, tu veux dire ? Non, enfin globalement. Mais explique-moi le GN. Mais voilà, mais vraiment, bon, voilà, oui, pour un pattern, il y a effectivement un pattern plus majoritaire qui est un homme va prendre la main d'une nana et va lui expliquer la vie et va lui dire, ah bah tiens, suis-moi, je te prends sous mon aile et voilà. Et donc, je me demande si... Il y a ça entre mecs, en fait. Est-ce que, quand tu débarques en tant que mec dans le milieu du GN, est-ce que tu te fais paternaliser comme ça aussi aider, par quoi. d'autres... Aider avec des guillemets, enfin... Paternaliser, c'était pas mal. Non, mais je veux dire, est-ce que, du coup, il y a cette aide-là, quoi ? C'est ça ta question ? Enfin, cette aide... Comment est-ce que tu es vu dans cette communauté en tant que nouveau mec, en fait ? C'est ça où je me pose vraiment la question. Après, bien sûr qu'il y a des choses qui... se ressemblent, des expériences qui est, on va dire, intergenre, mais et enfin en fait, je me rends compte que cette discussion est hyper genrée en fait. Depuis on parle très de mecs, de nanas, etc. Clairement, voilà, clairement. Hein, donc du coup, voilà, mais donc oui, voilà, je me pose cette question-là. Oui, non, c'est clair, c'est une question à poser et à garder en tête. Peut-être on peut continuer à creuser ça. En posant la question autour de nous, simplement. Je voulais revenir aussi sur... parce qu'on a parlé un petit peu avant, de dire les endroits où on trouve beaucoup notre jeu, en tout cas nous on se retrouvait là-dedans, c'était je traîne à la taverne, des gens viennent me proposer un truc, j'entends qu'il se passe quelque chose, je viens, etc. et tout. Et on se disait... moi je me demandais, est-ce que tout le monde a ces mêmes opportunités de jeu ? Est-ce que tout... Moi, j'ai ressenti très très fort ce truc j'avais l'impression qu'il y avait des abeilles qui gravitaient autour de moi pour me proposer des trucs, que c'était ma foi fort chouette. Mais vraiment, j'ai vécu mes premiers Maslarp avec ce sentiment à la fois d'euphorie, de dire c'était vraiment super, j'ai adoré, et en même temps ce genre de bizarre, de dire les gens sont vraiment tous très très gentils. Et vraiment, c'était inconfortable aussi un peu, mais j'avais vraiment beaucoup de propositions. Et ouais, je me demandais comment toi tu voyais ça. Mais moi j'ai eu ça au début, donc très fort, plein de propositions et plein de jeux, et viens on va aller capturer tel gars, ou tiens on va aller taper sur tel gens, ou tiens, enfin bref, on va aller faire des trucs. telle bataille navale sur tel bateau, machin, enfin bref.
Et c'est vrai que quand je suis tombée enceinte et que donc du coup j'ai pris les kilos qui allaient avec, c'est un package. En tout cas chez moi ça a été un package. Et en fait c'était pas la même chose quoi. J'étais en taverne mais j'avais pas de jeu quoi. T'avais pas les abeilles. J'avais pas les abeilles. J'étais plus du miel. Et en fait je crois que en termes de sexitude, je pense que j'avais perdu des points en sexitude, de manière très réaliste et même, je veux dire, en termes d'âge et tout ça, voilà. Et je crois effectivement que c'était pas la même chose, quoi. C'était pas le même jeu, même s'il y a quand même un couillon qui a réussi à me ligoter pour essayer de m'amener, pour me bourrer la gueule. J'ai dit, écoute, je suis enceinte, ça va pas le faire. Écoute, on va être purement Théo, mais je crois vraiment que... j'avais pas... On venait plus me chercher, quoi. Après, j'avais aussi l'effet que je pouvais plus me battre, du coup, grossesse faisant... Et donc, les deux combinés, c'était un peu double peine. C'était un peu, j'étais dans la taverne, et en fait, il se passait plus rien, quoi. Et quand je me baladais, en fait, il se passait plus rien. Ouais. Et j'étais un peu là en mode, en fait, ça a changé, quoi. C'est plus la même dynamique. Et je crois que, il y a quand même un petit peu... Il y a quand même ça, quoi. Alors qu'on pourrait passer... Enfin, j'imagine que ce n'est pas ce Maslar-Plat qui a 100% changé en 5 ans, ou avant, quand on se baladait dans la rue... On avait du jeu partout et tout d'un coup... Non, a priori non, parce que c'était le même en plus. Donc, je veux dire, a priori, c'était pas censé être fort différent, mais c'est vrai que tu as quand même ce ressenti-là où tu te dis... Après, je dis pas que c'est spécialement agréable d'avoir le regard des mecs qui disent quel bout de viande, mais quand tu l'as plus, t'as plus le jeu qui va avec, quoi. Et ce serait bien d'avoir le jeu sans le regard. Ce serait sympa. Ouais. Mais bon. Oui. Tu veux rebondir ou... Non, je trouve que c'est effectivement c'est ses avantages, ses inconvénients, et c'est à la fois c'est fatigant de se dire. Ça me fait penser à comme dans le jeu vidéo, c'est ça aussi quand une meuf joue à un jeu vidéo et qu'on se rend compte que c'est une meuf, alors là c'est elle a tout à portée de main, tout le monde. Les gens leur donnent leur stuff, tout ça. Exactement, et oui, en fait, t'as un peu cette impression aussi dans le milieu du GN, clairement. Ouais. C'est donc il y a un constat un peu triste quand même sur la fin, mais en même temps nuancé, de dire il y a plein d'opportunités qui viennent avec le fait de commencer en étant jeune, seule, célibataire et plutôt jolie ou plutôt baisable. Et ce qui finalement dans le monde du GN veut juste dire jeune. Oui, c'est ça. Tu commences en étant vaguement jeune. Non, mais c'est vrai, et il y a un agisme de fou. Enfin, en fait, on n'a pas parlé de ça spécifiquement, mais il y a une grossophobie, il y a un agisme, il y a vraiment plein de dynamiques qui font que les expériences sont hyper marquées par ce genre de privilèges, mais qui sont à chaque fois, qui viennent avec un coup, qui est comment est-ce que tu sors de cette case à chaque fois. Est-ce qu'il faut mieux commencer avec un groupe ou commencer seul? Quand tu commences seul, il t'arrive des bricoles, comme tu le dis. Mais quand tu commences avec un groupe, il faut réussir à sortir des étiquettes qui t'enferment aussi à l'intérieur de ces dynamiques. Donc, moi, je trouve que j'ai l'impression que de cette conversation, je tire un peu ce truc de... C'est quand même un peu un sport... une course d'obstacles ou un truc un peu fatigant de... Ce qui est un peu triste, c'est que finalement, t'as jamais tous les avantages, quoi. T'as jamais tous les avantages. Enfin, je veux dire, c'est automatiquement devoir... Enfin, moi, j'ai le sentiment que tu dois toujours choisir entre... soit je me fais draguer, mais j'ai quand même du jeu. Soit, j'accepte d'être la copine d'eux et en fait, mon jeu sera différent et je serai pas reconnue en tant que... moi, j'ai l'impression qu'il y a moyen d'en sortir, mais ça implique d'avoir coché suffisamment de cases différentes pour à un moment donné... Très énergivore, Oui, ça. Donc, une fois que tu as fait un peu le... Et c'est pas accessible à beaucoup, finalement. C'est comme s'il y avait un nombre de places limité sur le marché, c'est trop triste, mais c'est vrai. Oh, pardon. Désolée, j'ai une réponse de Gilles _BE à Dune, le fameux Gilles _BE, qui dit donc pour répondre à Dune, à mes débuts de mec, je me suis aussi retrouvée avec des plus expérimentés qui me déroulaient leur CV et qui me racontaient ce que c'était le GN et la vraie vie petit. La grosse différence, c'est que je n'avais pas l'impression d'être un bout de viande, mais clairement, ils voulaient impressionner et se placer. C'est sans doute encore très présent, mais c'est absolument moins vicieux que ce que les femmes peuvent vivre. C'est le truc basique des mecs qui font de la musculation. Je vois. Non, c'est ça. Donc finalement, il y a quand même cette idée de hiérarchie, quoi. Ah oui, je crois qu'il y a les hiérarchies... Mais en tout cas, voilà, le genre de parcours du combattant, on a un peu abordé ce parcours du combattant que ça peut représenter d'être dans le GN, de commencer le GN avec des étoiles dans les yeux, de pas arrêter, définitivement,
et d'être là quelques années après. Des fois d'être dégoûté. Des fois d'être dégoûté, mais d'être encore là quand même quelques années après, à en parler et à essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. On va doucement arriver vers la conclusion quand même. Parce que la discussion et ça passe a très été vite. riche. Et on a la régie qui fait les gros yeux là de temps en temps. Ouais, donc, on nous a laissé 15 minutes après, donc je propose qu'on prenne le temps de conclure. Il y a des problèmes de métro, donc il va quand même falloir... Ah oui. Tout à fait. Mais Conclusion. Juste peut-être un mot de la fin, s'il y a une idée que vous dites on n'a pas mentionné ou quoi, peut-être c'est le moment de lâcher votre mot de la fin. Pas obligé, hein, ça peut être séché. Non, ça peut être, mais le truc que j'ai l'impression que ça va pas être le cas parce que quand je vois les témoins, enfin les réponses qu'il y a dans le chat, je suis assez contente, mais voilà, rien à voir, mais éviter les not all, les not all men quoi, genre ou ce côté oui nous aussi les mecs on a nos casseroles à porter parce qu'en fait ici c'est pas la discussion et donc voilà ici on juste je me dis là maintenant pour ceux qui nous regarderont en replay évitez-nous ça quoi. ce serait chouette. Profitons de ce qu'on a pu apprendre et visibiliser et sans forcément rajouter des couches de... Voilà, et ici, ce qu'on visibilise en tant que femme, on n'est pas en train de vouloir justement se dire on vit des trucs plus trash que vous. Je vais pas mettre d'opinion là-dessus, mais voilà, ici, c'est pas le but de se dire en tant que femme, on a la vie vraiment trop dure par rapport à vous, et donc du coup... il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de truc. Voilà, c'est juste... Ok. Voilà, pour, en prévision de... Tu anticipes les potentielles réactions, ouais. Oui. Moi, j'aurais plutôt un message aux joueuses, de leur dire d'oser, en fait, déjà se lancer, parce que même si c'est compliqué, en vrai, ça en vaut la peine, c'est plutôt cool. Je pense qu'il faut... en vrai, c'est plutôt chouette, ça vaut la peine de se lancer. Et qu'elles se sentent légitimes, en fait. Vraiment, moi, je trouve que ça, c'est important de dire, en fait, quoi que tu fasses, où que tu sois, à quel endroit que tu sois, sens-toi bien là où t'es, sens-toi légitime là où t'es, vas-y, fonce, et surtout, essaye de trouver du jeu, partage autour de toi. Je pense qu'au plus on sera de femmes, au moins il y aura de problèmes aussi, parce qu'on sera plus, et on pourra plus se battre, et on sera... Et donc, je crois qu'il y a aussi ça que moi, j'avais envie de faire passer pour toutes les potentielles futures joueuses qui m'écoutent et qui m'écouteront. Je pense que ça, c'est moi aussi le message un peu pour elles, quoi. Et venez, rejoignez-nous. On est bien. On sera plus. Oui, et du coup, effectivement, par rapport à ça, c'est aussi aux joueuses, ne laissez jamais personne vous dire dans quel rôle vous devez être. Comment vous devez vous habiller. Vous habillez, comment vous comportez. Enfin, ça, c'est très universel comme message. Mais soyez OK avec le fait de dire que c'est pas OK. C'est ça. Et Ok, Fouche, t'as un mot de la fin Lavabo. Lavabo, merci pour le lavabo. Et du coup, je vais avoir l'immense privilège de clôturer. Moi, la dernière idée qui, je trouve, on a peu cité, mais qui mérite quand même vraiment d'être là quelque part, c'est la sororité. C'est-à-dire, en fait, beaucoup de ces expériences arrivent particulièrement quand on est une fille seule. Une fille seule en tant que copine d'eux dans un groupe, une fille seule bloquée dans des structures sociales qui nous assignent des trucs et que c'est compliqué. Et en fait, avoir des copines avec qui on commence le GN ou avec qui on fait de GN ou jouer avec d'autres femmes, parce qu'on n'a pas parlé de la schtroumpfette, etc., mais voilà, jouer avec d'autres femmes permet aussi de se renforcer et de s'offrir du jeu les unes les autres qui viennent pas avec toutes ces contraintes. Et donc, voilà, moi, je sais que c'est un truc auquel je fais vraiment attention aujourd'hui quand je suis en GN, de me dire est-ce que j'ai au moins une proportion de mon jeu qui se joue avec des femmes, qui offrent du jeu à des femmes et qui nous permettent mutuellement de nous renforcer aussi là-dedans. Voilà. Et on n'est pas en compétition. Et du coup, ne pas être en compétition, ouais. Merci. Sauf quand on a une épée dans la main. Oui, mais que c'est un duel. Ouais, là c'est un combat, c'est pas une compétition et c'est d'autant plus sain. Merci Delphine et June d'être venues aujourd'hui. C'était super cool de vous avoir. Et bien pour tous les autres, on vous retrouve le 19 avril, c'est ça ?
pour la prochaine émission, pour le prochain talk show. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.